Merci à vous et merci de l'invitation. Je pense qu'en effet, la question de la colonisation, des mémoires coloniales et de la manière de regarder ce passé est aujourd'hui extrêmement prégnante dans la société française, mais pas que dans la société française. On voit que les enjeux des statuts qui ont été déboulonnés, que ce soit dans les Antilles, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en France, posent pour la génération actuelle à peu près la même question. Comment regarder le passé colonial? Comment arriver à digérer ce passé colonial dans le présent? Comment faire avec cette histoire qui semble être un des derniers grands tableaux dans nos sociétés contemporaines par rapport à un passé qui est peu mal digéré ou qui a du mal à rentrer dans le présent? Alors moi, juste pour me présenter en deux mots, pour que vous arriviez à comprendre d'où je viens, je suis ce qu'on appelle un africaniste. Ça, c'est un mot très du 19e siècle, qui était encore un peu valable au 20e et qui ne veut plus dire grand-chose au 21e. Un africaniste, dans les études que j'ai faites à la Sorbonne, c'était un spécialiste de l'histoire de l'Afrique. Et dans cette spécialité, il y a 25 ans, j'ai choisi de travailler, même un peu plus, d'ailleurs je me rajeunis, là, il y a 30 ans, j'ai décidé de travailler plus spécifiquement sur la question coloniale, qui à l'époque n'était pas du tout considérée comme un sujet noble, voire même, quand vous annonciez à vos professeurs à la Sorbonne que vous vouliez travailler sur la colonisation, on vous disait deux choses. Pourquoi? Ça surprenait. Et deuxièmement, c'est pas avec ça que tu vas trouver un poste. Ce qui vous montre, il y a 30 ans, où était cette question? Elle était nulle part. C'est-à-dire qu'elle était à la fois absente du monde de la recherche ou très peu présente. Il y avait très peu de mes collègues qui travaillaient sur ces questions-là. Elle n'était pas considérée comme essentielle ou importante dans le monde de la recherche, dans le monde du savoir, dans le monde de la connaissance, dans le monde des historiens, des géographes ou des sociologues. Elle était très souvent à la marge et surtout, elle ne semblait pas être un sujet prégnant et important. 30 ans après, ce que je vous dis là vous paraît surréaliste. Mais en même temps, ça explique en grande partie pourquoi le travail historique de mémoire et de transmission a eu beaucoup de mal à se faire dans la société française, mais pas simplement, dans toute la société européenne, au Japon, aux États-Unis comme au Canada. Aujourd'hui, cette question remonte. Elle est devenue prégnante. Elle est omniprésente, on vient de le dire. Vous avez vu l'actualité, malgré le Covid, depuis plusieurs mois, cette question occupe les médias. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui des jeunes qui déboulonnent des statuts? Je voudrais prendre ça comme point de départ parce que je trouve que ça induit un questionnement qui ne peut pas simplement se réduire à l'envie de déboulonner les statuts. D'abord parce qu'ils ne déboulonnent pas n'importe quel statut. Et deuxièmement parce que déboulonner les statuts, ce n'est pas classique. Ça veut dire que ça induit un double questionnement. Pourquoi ceci arrive aujourd'hui et qu'est-ce que ça signifie? Alors, première chose préalable, pour l'expliquer, malgré le fait que je comprenne parfaitement pourquoi certains jeunes démolissent, détruisent des noms de rues et des statues, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Mais en même temps, je comprends parfaitement, je dirais, leur agacement. Leur agacement à quoi? À voir que l'histoire ne se remet pas à l'endroit, ou que cette histoire ne soit tout le temps lue que d'un seul côté du regard, ou tout simplement qu'il ne soit pas entendu, ou tout simplement, comme le disait mon ami Lilian Thuram sur une statue en Martinique qui a été déboulonnée 2 jours avant le crime et la mort de Floyd aux États-Unis, pas après, avant. Signe très intéressant à analyser, une statue de Schœlcher. Ce que Lilian me disait quand il me parlait de cette statue, ce n'est pas tant Schœlcher qui fait question, même si Schœlcher peut faire question. C'était d'avoir cette statuaire où on voyait un jeune enfant noir, à genoux devant Schœlcher, comme s'il remerciait Schœlcher d'avoir aboli l'esclavage. C'était, comme me disait Lilian, d'abord assez humiliant de voir toujours un noir qui remerciait un blanc, mais surtout, ça signifiait dans la lecture historiographique et historique que les Noirs remerciaient les Blancs d'avoir apporté la liberté, comme si les esclaves ne s'étaient jamais révoltés pendant les 2 siècles et demi qui avaient précédé. C'était donc pas simplement une statue, c'était une manière de raconter l'histoire en raccourci et qui, au niveau du regard quotidien des gens qui passaient sur cette place en Martinique à Fort-de-France, induisait une manière de penser le récit historique. Aujourd'hui, ces statues perturbent le regard parce qu'elles glorifient aussi des personnages, Colbert en France par exemple, Léopold II en Belgique, Christophe Colomb aux États-Unis, qui d'une certaine manière ne sont plus considérés comme des héros. Ils ne sont plus considérés comme des héros du temps présent parce que l'histoire coloniale est revisitée. Et qu'aujourd'hui, il y a un autre regard qui est posé sur ce passé. Et pourquoi y a-t-il un autre regard qui est posé sur ce passé? Eh bien, tout simplement parce que nous avons hérité pendant très longtemps d'un regard qui était issu en fait de la période coloniale qui n'a pas été remis en question. L'historiographie, pendant très longtemps, a conservé, comment pourrait-on dire, une manière assez simple de regarder ce passé colonial. Il avait eu lieu, on avait tourné la page au moment des indépendances, et d'une certaine manière, tout était resté figé. Et on est en train de redécouvrir, à travers une lecture post-coloniale de ce passé, avec une lecture critique maintenant de toute une génération d'historiens depuis une vingtaine d'années qui travaillent sur ces questions, aussi bien en Afrique,
en Inde, en Asie, aux États-Unis, en Europe, que le passé colonial est beaucoup plus complexe. Ça n'a pas simplement été un moment dans le récit. Ça n'a pas été simplement quelque chose qui a été à côté du récit du monde. Ça n'a pas été quelque chose qui est périphérique au récit des grandes nations européennes, par exemple. Ça n'a pas été simplement un épisode en Afrique. Ça n'a pas été quelque chose de secondaire aux États-Unis ou au Canada ou en Amérique du Sud. C'est quelque chose qui a été constitutif d'un ordre du monde dans lequel les héritages sont encore présents dans le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps colonial s'est peut-être arrêté dans les années 60, voire 70 pour certains empires, mais que l'histoire a continué dans ses effets, et notamment dans la manière dont ceux qui étaient hier les colonisés sont perçus ou subissent des discriminations, par exemple, dans les sociétés ex-métropoles coloniales, aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Ça signifie aussi que d'une certaine manière, le fait de revisiter cette histoire, de la repenser autrement, de la questionner autrement, fait que ces statues, par exemple, ou ces noms de rue posent question aujourd'hui parce qu'ils racontent, ou ils mettent en valeur, ou ils glorifient, par exemple, un Colbert qui a contribué à écrire le Code noir, ou par exemple un Gallieni ou un Faidherbe qui ont été partie prenante de la colonisation, dont on sait que ces colonisations, ces conquêtes, se sont accompagnées de crimes. Et d'une certaine manière, tout ça n'est plus possible aujourd'hui, dans le temps présent, d'avoir cette vision unilatérale du passé. Parce qu'il s'est passé quelque chose depuis 20 ou 30 ans, que de nouveaux historiens ont travaillé autrement sur ces questions. Il s'est passé depuis 20 ou 30 ans que des films, indigènes par exemple de Rachid Bouchareb, que des intellectuels, Leila Slimani ou Alain Mabankou, ont écrit autrement sur ce passé. Ça signifie aussi que cette question de regarder le passé colonial par des vecteurs qui n'étaient pas classiques et qui n'étaient pas, par exemple, dans le monde historiographique habituel, par exemple le rap, d'entendre un discours très différent sur la manière dont on héritait du passé colonial. Et ça va d'un rap branché jusqu'à un rap très classique et mainstream comme celui de Soprano. Si vous écoutez Soprano, vous pouvez revisiter la manière de penser l'histoire des tirailleurs sénégalais. Ça veut dire que cette culture, qui vient souvent d'ailleurs que du monde académique, a remis ces questions à l'ordre du jour et a proposé un nouveau regard. Et la nouvelle génération, elle est irriguée de ces 20 ou 30 ans qui ont changé complètement la manière dont, par exemple, les artistes contemporains regardent les héritages, la violence de l'esclavage, la violence de la colonisation, la manière dont l'autre a été déshumanisé dans cette histoire. C'est tout ça qui arrive aujourd'hui et qui nous oblige à regarder autrement ce passé colonial. Parce que ce passé colonial, il n'a pas simplement été un épiphénomène de notre récit. Si je prends rien que l'exemple de la France, et je vais revenir maintenant me concentrer sur la France, cette histoire, elle commence au début du XVIe siècle, avec les premiers voyageurs et donc les premières conquêtes au Canada. Vous voyez, c'est pas jeune, 1534. Donc c'est une histoire qui va traverser plusieurs siècles. Elle est partie constitutive de la manière dont la France s'est pensée, et après, avec la Révolution française, la République s'est pensée. Elle est partie constitutive aussi d'une République qui, avec la Troisième République, à partir de 1870, a fait de l'entreprise coloniale l'un des pivots de la République et de la société française. Les conquêtes coloniales, à partir de 1870, c'est un des pivots avec l'armée pour tous, l'armée de tous, avec l'éducation nationale, Jules Ferry. L'empire colonial, c'est une puissance retrouvée de la France pour rester une grande nation après la défaite face à la Prusse de 1870. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été à côté du récit républicain. C'est quelque chose qui a été partie intégrante de ce récit républicain. Ça a été une entreprise au sens institutionnel, une mécanique, si vous préférez, dans laquelle tout l'État a été impliqué. Et quand je dis tout l'État a été impliqué, c'est aussi bien les enseignants, les professeurs, les soldats, les ingénieurs, les militaires, l'État, la République, les ministres, l'économie, le commerce. Une ville comme Marseille ou comme Bordeaux se sont développées avec l'histoire de l'esclavage et se sont développées également avec l'histoire de l'empire colonial dit contemporain, à partir de la conquête de l'Algérie du 130 ou des autres, de la deuxième grande vague de conquête contemporaine entre en gros 1870 et à peu près 1912 avec la conquête du Maroc, qui est la dernière conquête militaire de la France avant le raccrochement des territoires sous mandat à partir de 1920, comme par exemple le Cameroun, le Togo, le Liban et la Syrie, qui est le point d'acmé de la plus grande superficie de l'empire colonial français, plus de 10 millions de kilomètres carrés, le second empire colonial au monde, et en 1930, à peu près une population entre l'Hexagone et les territoires coloniaux de 100 à 110 millions d'habitants. Donc cette histoire, on le voit bien, elle est ancrée dans notre récit collectif. Elle n'a pas que des effets qui se passent là-bas. Elle a aussi des effets qui se passent ici, parce qu'avoir un empire, c'est avoir un imaginaire. Pourquoi y a-t-il un imaginaire qui accompagne cet empire? Il a fallu convaincre aussi les populations françaises et l'opinion française que c'était un plus pour la nation française que d'avoir des colonies sur les quatre coins du monde. Quoi qu'on en pense aujourd'hui, s'il y a eu de la propagande, c'est qu'il fallait convaincre les gens. Parce que la plupart de ces personnes, des Français,
de 1870, de 1890, de 1900, de 1930 ont été qu'exceptionnellement en colonie. Pour la plupart, ils vont juger l'empire colonial et avoir une pensée sur les colonies à travers la propagande, les grandes expositions coloniales, le cinéma colonial, Pépé le Moko, la danseuse de Marrakech, l'homme du Niger, tout cet imaginaire qui va bercer des générations de Français et qui va fabriquer un imaginaire sur cet empire qui était leur empire, qu'ils apprenaient à l'école avec les taches roses sur les cartes du monde. Cette histoire, elle va donc pas simplement irriguer un récit là-bas, elle va aussi irriguer un imaginaire ici. Et elle va devenir partie constitutive de la grandeur de la France. En 1931, quand il y a la grande exposition coloniale qui est organisée à Vincennes, qui verra 33 millions d'entrées. Alors, je rappelle à chacun d'entre vous, puisque vous le savez par cœur, que 33 millions d'entrées pour une exposition, ça veut dire que c'est le premier événement au XXe siècle en France. C'est devant la libération de Paris et c'est 3 fois mieux que la Coupe du Monde de 98. Le premier événement en France au XXe siècle, c'est l'exposition coloniale. Ça allait certains jours jusqu'à 650 000 visiteurs par jour. Et là, vous commencez à comprendre en quoi ceci a été une emprise sur la société et en quoi c'est aussi une emprise de fierté cocardière. Parce que pour les Français, avoir un empire, ça fait l'unanimité à droite comme à gauche. C'est une idée de grandeur de la France. Très peu s'opposent au moment de l'exposition coloniale à cet immense empire qui apporte puissance et richesse. Les surréalistes, quelques membres du Parti communiste, des membres de la CGTU qui feront une contre-exposition, quelques artistes, bien entendu, quelques intellectuels, mais la majorité de la presse, la majorité de l'opinion, la majorité des hommes et des femmes politiques partagent l'idée d'empire. L'empire n'est même pas un débat politique, c'est une évidence. C'est comme si je vous disais, on considère que l'économie, c'est important pour une nation. Et bien en 1931, l'empire, c'est important pour la France. Et donc on mesure, à l'aune de cet événement-là, en quoi la place de l'empire impérial, de ces colonies, de ces territoires, emplissait complètement l'imaginaire des Français et la société française à l'époque. On imagine aussi le rapport des populations colonisées à la France. Parce que la France a un autre particularisme. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt d'analyser l'histoire impériale, c'est que la France a développé ce qu'on appelle une politique impériale très particulière, qui est différente de celle des Japonais, qui n'est en rien celle des Américains. Je rappelle que l'Amérique est un empire. Il n'y a que ceux qui n'ont pas fait d'histoire qui ont oublié que l'Amérique a colonisé les Philippines, Porto Rico et Hawaï. Et ce n'est pas parce que Porto Rico et Hawaï sont toujours américains qu'il n'y a pas eu d'empire américain. Je vous le rappelle. Et les Philippines, ayant parlé aux Philippins, ils vous expliqueront ce que c'est qu'une conquête militaire américaine. Donc chacun a développé un modèle colonial différent. Et la France a développé ce modèle colonial très particulier qui s'appelait l'assimilation. C'est quoi? Bien sûr, c'est une théorie, mais elle est essentielle, puisque l'assimilation, c'était de dire, sur un laps de temps très important, toutes les populations coloniales deviendront françaises. C'était le modèle en fait républicain qui s'exportait aux colonies, le modèle universaliste. Et l'anglais, l'allemand, l'italien n'avaient pas du tout ce discours-là. Le discours de Mussolini en Éthiopie n'est pas un discours assimilationniste. Et le discours anglais en Inde ou au Kenya n'a jamais été un discours assimilationniste. Pour un Britannique, un Kenyan ou un Indien ne deviendrait jamais anglais. Pour les Français, c'est un autre discours qui s'est mis en matrice, cette intégration républicaine, cette assimilation coloniale. Le fait qu'un jour, les populations de l'Empire deviendront françaises. Et je vous rappelle qu'à partir de 1848, les Réunionnais, les Guyanais, les Martiniquais et les Guadeloupéens deviennent français à part entière et votent. Je vous rappelle qu'il y avait les 4 communes de Dakar où les gens votaient étaient citoyens français. Je vous rappelle qu'en Algérie, plus de 6000 personnes vont acquérir la citoyenneté française. Cette mythologie va aussi passer par le fait de nommer des ministres ou des hauts-commissaires. Blaise Diagne, à partir de 1917. Puis après, d'autres qui deviendront sous-secrétaires d'État aux colonies ou des ministres comme Lemery, un sénateur, dans le cadre de la République. C'est-à-dire que c'est, et je ne vous parle même pas des années 50, où il y avait plus de 70 députés qui venaient des territoires coloniaux à l'Assemblée nationale, Houphouët-Boigny, Senghor et Césaire. C'est donc une histoire très particulière qui s'écrit aux colonies et qui lie la France pas simplement avec l'acte colonial, mais qui en fait une fusion avec l'idée républicaine. Et là, on touche à quelque chose qui nous parle aujourd'hui. C'est ce paradoxe absolu. Quand je suis devant une salle de classe et que je raconte l'histoire impériale, et qu'aujourd'hui, ces salles de classe, elles sont issues de toutes les diversités qui ont fait la France, dont beaucoup de grands-parents ou de parents de ces jeunes qui sont dans ces classes ont peut-être été d'anciens colonisés, ce qui n'est déjà pas quelque chose de neutre quand on raconte cette histoire. Un paradoxe émerge immédiatement. Comment la France républicaine, pays des droits de l'homme, a pu coloniser? C'est un paradoxe. Comment faire que le pays qui prône l'égalité de tous, bon déjà qui a mis beaucoup de temps à donner le droit de vote aux femmes, je vous le rappelle, depuis la Révolution française, il a fallu quand même attendre plus d'un siècle et demi, comment ce pays des droits de l'homme peut à la fois professer, discourir, transmettre
éclairer le monde de ses valeurs universelles et dans le même temps fabriquer un système d'inégalité où 97% des personnes colonisées n'avaient aucun droit de citoyenneté. C'est un paradoxe absolu, inexplicable, mais qui ne s'expliquait à l'époque que par rapport à la théorisation de l'assimilation. Dans le même temps, la France, quand elle a perdu son empire, après une longue période de décolonisation, je vous invite d'ailleurs à regarder le 6 octobre, même si vous ne regardez plus pour aucun d'entre vous la télévision, vous le regarderez en replay, vous irez sur Netflix, d'aller regarder un très beau documentaire qui est inédit, après 2 ans de travail, qui s'appelle Décolonisation, du sang et des larmes. J'en suis le co-réalisateur, enfin le co-auteur, et ce travail, ça raconte quelque chose qu'on ne vous a pas appris à l'école, par exemple. Parce que si je vous questionnais maintenant sur un petit bout de papier et que je vous demande quelle est la plus longue guerre du XXe siècle de la France, très peu d'entre vous m'écriraient les décolonisations françaises. C'est une guerre qui commence en 1943 et qui, sans s'arrêter, se termine en 1967. Vous ne l'avez pas appris ainsi. On vous a parlé de la guerre d'Indochine. On vous a parlé de la guerre d'Algérie. Mais on ne vous a jamais dit que la France avait été en guerre pendant 30 ans. Non-stop. Vous n'avez pas cette vision-là dans votre éducation. Parce que pourtant, on vous a raconté la Seconde Guerre mondiale comme un tout. Personne ne vous a séparé la guerre du Japon, la guerre sur le front russe, la guerre du Pacifique, la guerre des Allemands en France. On ne vous a pas raconté 4 guerres. On vous a parlé d'un temps unique. Eh bien, les décolonisations, c'est un temps unique. Et quand vous vous mettez à réfléchir que ce pays, la France, pendant quasi toute la 4e République et une grosse partie de la 5e République, a été en guerre non-stop pour la fin d'Empire, ça vous permet de comprendre comment la génération de vos grands-parents ont vécu cette histoire du monde. Et c'est hier, vos grands-parents. C'est pas au 19e siècle. Donc cette histoire de décolonisation, elle a amené, à travers ces conflits, ces sangs et des larmes, comme je l'ai appelé dans ce documentaire, un moment de rupture majeure. Et c'est fermer la porte de l'histoire impériale au milieu des années 60, comme si cette page était tournée, dans la douleur certes, avec les appelés en Algérie, avec le conflit au Cameroun, à Madagascar, l'impossibilité de l'indépendance de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie. Vous le découvrirez dans le film, c'est fascinant de découvrir comment la France a gardé 17% de son empire après les indépendances, qui sont toujours des territoires aujourd'hui ultramarins, de découvrir comment d'un seul coup on a tourné la page. Et comment on n'a pas voulu regarder cette histoire en face. C'est les années de Gaulle, si vous préférez, les années 60, jusqu'au départ, le général de Gaulle en 69, et même un petit bout des années Pompidou. Comme on n'a pas regardé cette histoire en face, qu'on n'a surtout pas construit de musée pour la raconter, qu'on n'a surtout pas contribué à essayer d'avoir un regard lucide sur ce passé, comme dirait François Hollande, comme on n'a pas essayé d'arriver à transmettre et d'expliquer les traumatismes de cette histoire, on a laissé une forme d'amnésie, le mot est de Benjamin Stora, qui a comme ça plané du temps des années Pompidou de Gaulle. Et puis on a continué avec Giscard. Giscard n'a jamais ouvert la boîte de Pandore de cette histoire coloniale. Et puis Mitterrand est arrivé au pouvoir. Alors on s'est dit super, la gauche arrive au pouvoir, on va enfin parler d'histoire coloniale. Ben là, Mitterrand, c'était un des grands ministres des colonies de la 4e République, 1950-51, ministre de la France d'Outre-mer. Et puis, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie. Celui qui a décapité beaucoup d'Algériens, dont la plupart n'étaient coupables de rien pendant la guerre. Donc on se doute bien que sur les 2 septennats de Mitterrand, il ne s'est rien passé. Et puis ils sont arrivés après Jacques Chirac, qui s'est occupé d'une autre mémoire, celle de Vichy et de la Shoah. Il ne s'est toujours rien passé. Et puis est arrivé Nicolas Sarkozy, avec sa mythologie pendant la campagne, de nous vendre et de nous survendre l'idée qu'un musée d'histoire coloniale nostalgique, vous rappelez-vous les discours de Nicolas Sarkozy sur le discours de Dakar, je ne vais pas vous le refaire ici, ou le discours qu'il fait à Toulon, premier discours de campagne en 2007, quand il lance sa campagne, où il promet aux Pieds-Noirs et aux Harkis qu'il construirait un musée de l'Outre-France à Marseille pour glorifier les grandes heures de la civilisation française dans les territoires ultramarins. Je vous rappelle que la droite comme la gauche avait voté en 2005 dans le Parlement français une loi pour parler positivement, pour nous les historiens, de la colonisation. Et puis est arrivé François Hollande, avec sa grande lucidité, il n'a rien fait. 7 chefs d'État, une histoire qui ne s'écrit pas. Et donc, quand cette jeunesse, aujourd'hui, elle s'attaque à ces statuts, qu'elle se questionne sur le passé colonial, qu'elle s'interroge sur cette histoire, qu'elle se demande comment arriver à regarder ce passé, quand elle commence à analyser, elle se dit alors, en fait, nous avons des discriminations dont on mesure parfaitement qu'elles ont certainement un lien avec la manière dont nous avons pensé l'autre pendant l'histoire coloniale, nous se rendre compte que l'histoire coloniale est devenue immuable depuis 60 ans, qu'il ne s'est rien passé, que l'État a beaucoup de mal à appréhender cette histoire. Certes, nos manuels scolaires en parlent aujourd'hui, mais pour certains pas assez. Qu'il n'y a toujours pas de musée d'histoire coloniale en 2020 en France. Nous serons bientôt la dernière ex-puissance coloniale européenne à ne pas avoir de musée d'histoire coloniale. Les pires, de toute façon, c'est nous et les Japonais, pour ne pas regarder ce passé. On est à peu près dans la même posture que les Japonais. Ils ont l'empereur, nous on a la République.
deux monuments intouchables. Et puis, de se rendre compte que l'histoire de nos aînés, de la page tournée, du travail qui avait du mal à se faire, de la politisation de cette question, à droite comme à gauche, tout ça n'a pas produit un savoir critique. Tout ça n'a pas été capable d'arriver à transmettre aux jeunes générations un regard lucide vu des deux côtés sur le passé colonial. Donc, ça déclenche, pour ceux qui essayent d'arriver à éveiller la conscience de la République sur cette question, ce désir d'aller détruire ce que sont les symboles de cette amnésie. Ce n'est pas de l'histoire, un monument ou une statue. Ce n'est même pas de la mémoire, c'est de la commémoration. Et donc, on s'attaque à ce qui choque dans l'espace public, un nom de rue ou une statue, pour dire il faut écrire cette histoire autrement. Alors, elle est compliquée à écrire autrement, parce que l'histoire coloniale, ce n'est pas aussi simple que le bien et le mal. L'histoire coloniale, ce n'est pas aussi simple que d'imaginer qu'il y avait des Blancs aux colonies, et ils pouvaient être japonais, donc il n'y a pas que des Blancs, et que d'un seul coup, il n'y avait que de l'exploitation. Il y avait de l'exploitation, mais il y avait aussi, par définition, de la participation. Comment vous classez les tirailleurs sénégalais dans cette histoire ? Intimement que des victimes, donc vous fabriquez des victimes dans l'histoire, ou certains d'entre eux ont pu choisir leur destin en venant se battre en Europe. Comment vous parlez d'un Senghor et d'un Césaire qui ont été ministres et députés de la République? Comment vous appréhendez ceux qui ont choisi la citoyenneté française? Comment vous racontez les 600 000 combattants qui se sont battus dans les différentes guerres coloniales du côté de la France? Comment vous parlez des harkis? Comment vous parlez des spahis algériens? Comment on peut raconter cette histoire à l'aune de ceux qui ont aussi cru au mirage colonial de l'autre côté? Comment on raconte l'histoire des Pieds Noirs, 1 200 000 personnes qui ont dû quitter l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, alors qu'ils y vivaient pour certains depuis 5 ou 6 générations, et pour les Juifs depuis 18 ou 20 générations? Cette histoire est intimement complexe. Pour la faire rentrer dans le présent, elle touche à des sujets incroyables. Mais le troisième point essentiel à comprendre, elle est aussi complexe. Pourquoi? Parce que personne n'avait imaginé qu'en France aujourd'hui vivraient des descendants de ceux qui hier étaient des indigènes. C'est quelque chose qui est tectonique. C'est-à-dire que, la France a du mal à raconter à sa population cette histoire, au nom de ce paradoxe. Elle a du mal à oublier cet empire perdu et sa grandeur, comme dirait Éric Zemmour. Et troisièmement, elle doit apprendre à la raconter ensemble, avec ceux qui sont les petits-enfants des colonisés d'hier et les petits-enfants des colonisateurs d'hier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement écrire théoriquement une histoire commune, c'est écrire aujourd'hui, ensemble, une histoire commune qui arrive à entendre des mémoires différentes, parce que la mémoire de chacun d'entre nous est différente par rapport à ce passé, mais nous avons une histoire commune. Il ne faut jamais penser et mythifier le fait que nous aurons un jour une mémoire commune. Nous aurons des mémoires familiales différentes. Ma mémoire de petit breton ne sera jamais celle d'un Guadeloupéen comme mon ami Lilian Thuram, qui ne sera pas la même que la mémoire d'un jeune dont le grand-père était au FLN ou à MNA en Algérie, ou dont le grand-père a fait bien fou du côté de la France. Nous n'aurons pas la même mémoire. Par contre, nous pouvons avoir un récit commun et apprendre à l'écrire en commun. Ce qui est très complexe quand on voit la violence, la présence, la permanence, l'omniprésence du passé colonial dans le récit national. On peut aussi avoir cette capacité d'avoir un regard lucide, comme actuellement la mission qui a été confiée à Benjamin Stora et à son alter ego en Algérie pour regarder ensemble le passé et la mémoire de l'Algérie et de la France sur 100 ans d'histoire. On peut apprendre aussi à écrire ensemble cette histoire. Je rappelle que pendant très longtemps, après 3 guerres, personne ne pensait que les historiens allemands et français pourraient travailler ensemble pour raconter l'histoire des relations franco-allemandes. Aujourd'hui, c'est le cas. On a fait un manuel scolaire, on a même une brigade militaire commune et on est capable, avec les Allemands, de parler en commun notre histoire. Donc un jour, ce sera possible. Mais il faut trouver pour cela la capacité de prendre toute la mesure de ce qu'est l'histoire coloniale. Parce qu'elle n'est pas simplement un récit passé. Elle est quelque chose qui laisse des traces incroyables. D'abord, elle laisse des traces parce qu'elle a défini les frontières de beaucoup d'États. Si vous prenez les frontières du Sénégal, je ne parle même pas de la Centrafrique, mais les frontières du Sénégal, de Madagascar, Madagascar étant une île, c'est un peu plus facile, du Vietnam, du Cambodge, du Laos, du Grand Liban, des comptoirs des Indes, vous vous rendez compte que déjà l'histoire coloniale a marqué la géographie de ces pays. Vous vous rendez compte aussi qu'elle a marqué l'histoire économique de ces pays. Quand vous entendez encore aujourd'hui les débats sur le franc CFA ou la zone économique spécifique francophone en Afrique de l'Ouest, vous mesurez bien le poids de l'histoire sur ces questions-là. Il y a encore des traumatismes qui sont loin d'être éteints dans le présent. Je cite un exemple, il y a eu une très bonne tribune dans Le Monde il y a 3 jours sur la manière dont la France va devoir regarder en face les effets des premiers essais nucléaires de la France, qui, je vous le rappelle, se sont déroulés en Algérie, dans le Sahara. Et je peux vous dire qu'à l'époque, à partir de 1960, la France a pris très peu de gants pour des essais nucléaires et qu'il y a eu 2 grands accidents nucléaires, dont on sait aujourd'hui qu'à peu près toute la population du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest ont été touchées par la radioactivité. Jamais d'enquête de la France sur cette question. Peu de gens le savent d'ailleurs, dans un accord secret entre la France et l'Algérie, les Français sont restés jusqu'en 1966 pour faire des essais de fusées
et des essais nucléaires dans le sud algérien, avant de partir en Guyane pour les fusées et, comme vous le savez, en Polynésie pour les essais nucléaires. Toutes ces questions-là, elles sont encore en suspens dans la manière dont on va regarder ce passé. Et elles continuent à nous troubler face à leur permanence. Mais ce n'est pas tout. L'histoire coloniale, ce n'est pas simplement une histoire politique et une histoire économique. C'est aussi une histoire humaine. Elle est compliquée, pourquoi? Parce que dans une histoire humaine, il se passe des choses entre les êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que dans la guerre d'Algérie, c'est des morts, mais c'est aussi 2 millions de viols. Ça veut dire que la conquête coloniale, la conquête des terres, c'est aussi accompagné de la conquête des corps, avec les femmes. Et la manière dont les colons, dont les administrateurs, dont les soldats ont considéré que le corps des femmes aux colonies leur appartenait. C'est une manière aussi d'expliquer l'histoire du métissage. Quand vous êtes aux Antilles et que vous travaillez sur les questions sur lesquelles je travaille, et que vous avez des jeunes femmes ou des jeunes hommes avec des peaux claires, ils savent très bien que dans leur histoire, avoir une peau claire, ce n'est pas un sujet neutre. Ça peut être lié à l'histoire du maître et du viol. L'histoire de la colonisation, c'est aussi tout ça. Ça traverse nos chairs. Ça traverse nos héritages. La manière dont, quand on est français aujourd'hui, mais issu d'eux, de savoir très bien comment nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient considérés. Ils n'existaient pas dans le droit français. Je vous rappelle qu'avant 1926, un indigène ne pouvait pas témoigner devant un tribunal de justice française. Il n'existait pas juridiquement. C'est-à-dire qu'il ne pouvait ni porter plainte, ni prêter serment, ni témoigner. Il n'existait pas. Ce n'était un non-cas juridique. Donc quand vous êtes héritier de cette histoire-là, et que par définition aujourd'hui, votre éducation, votre savoir, votre connaissance vous permet de comprendre le récit français, vous avez du mal à digérer cette histoire-là, puisque l'État ne vous aide pas à le faire. Vous êtes obligé de fabriquer, de bricoler votre propre récit pour arriver à comprendre le paradoxe de ce récit, de cette histoire. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute cette histoire, quelque part, elle n'a pas non plus disparu dans les lettres, dans la culture. Quand un Alain Mabankou ou une Leïla Slimani, mes deux amis, écrivent, ils écrivent en français. Et ils nous racontent une autre manière d'être français, vue de l'autre côté du miroir. Mais en même temps, ils écrivent toujours dans la langue du colonisateur, le français. Donc cette histoire, elle n'est pas non plus morte dans un savoir, dans une culture, dans un passé. Parce que ce qui est le grand paradoxe de cette histoire, c'est que tous les leaders, par exemple, politiques, tous les grands chefs, Ferhat Abbas, Messaliadj, Ho Chi Minh, Senghor, Césaire, tous les leaders, Kouniaté, les autres, vivaient où? À Paris, en France ou à Marseille. Où est-ce qu'ils ont appris la Révolution? À Paris. Où est-ce qu'ils ont appris le combat de la liberté et des droits de l'homme? À Paris. Où est-ce qu'ils ont construit leurs idéaux qu'ils ont ramenés après dans les territoires coloniaux pour se libérer? À Paris. C'est un paradoxe absolu. C'est-à-dire que le pays qui colonise a été aussi le pays qui a apporté la lumière pour se libérer du pays qui amenait les ténèbres. N'essayez pas de me demander où est la cohérence. C'est justement tout le travail de déconstruction de ce passé qui est essentiel à faire quand on est historien, de sortir d'éléments qui peuvent paraître simples. Ils ne le sont pas. L'histoire coloniale n'est pas quelque chose de simple. L'histoire coloniale nous traverse, y compris pour ceux qui ne l'ont pas vécu dans leur chair. Parce que quand j'interroge, des petits Français de France, si vous préférez, et quand je discute avec eux qui me parlent de la colonisation positive, par exemple, des bienfaits de la colonisation, je leur dis, mais vous y avez été? Ils me disent non. Vous avez quelqu'un de votre famille qui a été? Des fois, ils me disent oui. Mais ils me disent, mais on a vu les images des ponts, des routes, des hôpitaux, des ports. Ok. Vous avez donc une idée qui fonctionne sur des images, et de ces images, vous avez un point de vue sur ce qu'a été la colonisation. Donc, ce n'est pas votre vécu, c'est même pas le récit, c'est même pas l'analyse, c'est l'image que vous avez de la colonisation qui vous permet de juger du bien ou pas fondé de la colonisation. Et là, on rentre dans quelque chose qui est fantastique. Parce que dans la mythologie française, par exemple, mais c'est valable dans d'autres pays, pour nos aînés, on va dire, en gros des gens de mon âge et plus vieux que moi, et même beaucoup plus vieux, la mythologie, elle domine encore le réel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été au-delà des images qu'ils en ont pour arriver à comprendre ce qu'a réellement été la colonisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un énorme travail académique, mais aussi, je dirais presque psychologique, de déconstruction des imaginaires, de déconstruction des mythes, pour arriver à aller regarder l'histoire coloniale sans non plus tomber dans un autre mythe inversé, qui serait de raconter une histoire qui n'a été que violence et brutalité. Parce que si c'était ça, la colonisation serait donc un crime contre l'humanité, comme l'a dit le président de la République, mais aussi donc une volonté génocidaire. Ce n'est pas le cas. On ne va pas aux colonies pour tuer, on va aux colonies pour exploiter. C'est très différent par rapport à l'esclavage, c'est très différent par rapport à un génocide. Le but de la colonisation, c'est quoi? Je m'accapare la terre de l'autre, je le rends illégitime sur cette terre en termes de droits, donc j'invente, notamment via la hiérarchisation des races, son incapacité à exploiter ses propres terres, je place des colons sur ces terres, et avec ces colons, j'exploite les richesses de ce pays pour le plus grand bien de la métropole.
Le but, vous l'avez compris, c'est de garder les travailleurs localement pour exploiter les plantations, les champs de blé ou le bétail, ou de faire développer du vin, par exemple comme en Algérie. Vous pouvez trouver ça injuste économiquement, trouver ça injuste en termes de capitalisme, mais c'est le modèle du colonialisme. Le colonialisme, c'est d'abord l'exploitation des populations dans un système capitaliste sur une terre donnée pour enrichir la métropole. Le but, c'est de rendre, par le travail forcé, par exemple, qui a été maintenu, je vous rappelle, dans l'Empire colonial français jusqu'en 1946, de maintenir par le travail forcé une force de travail qui vous fait atteindre une rentabilité absolue puisque vous ne payez pas les gens. Donc la colonisation, c'est d'abord un système d'exploitation. Ça peut être aussi un système qui vous amène une grandeur nationale. Posséder aujourd'hui la France, avec ses 10 millions de kilomètres carrés, pour vous l'ayez en tête, c'est à peu près 44 pays à l'ONU, plus les 7 régions ou départements ultramarins. En gros, 25% des nations qui sont à l'ONU. C'est énorme. Vous comprenez tout à fait le poids stratégique d'avoir un empire. Vous êtes une grande nation comme était la France, l'Angleterre, à l'époque, parce que vous avez un empire. Ça va bien au-delà de la question économique. Parce que si certains s'enrichissent aux colonies, le rapport plus-moins aux colonies n'est pas forcément un rapport capitaliste qui ferait que l'État s'enrichisse aux colonies. Et là-dessus aussi, il faut avoir une forme de lucidité pour comprendre qu'on va aux colonies pas simplement pour l'économie. On va aussi aux colonies pour la grandeur de la nation, pour rester une grande puissance, comme aurait dit le célèbre Colbert, Faidherbe, Ferry, voire Mitterrand. C'est ça qui explique pourquoi, au moment des indépendances, les élites politiques de la 4e République ne vont pas lâcher l'Empire. Ils savaient très très bien qu'ils allaient le perdre et pour autant ils font des guerres, l'Indochine, Madagascar, le Cameroun, parce qu'il est inconcevable de dire à l'opinion qu'on va perdre la grandeur de la nation. C'est de tout ça qu'on hérite dans ces paradoxes aujourd'hui. On hérite à la fois d'une incompréhension quand on voit ces jeunes qui démontent les statuts. On hérite de quelque chose dont pour la plupart dans l'opinion on est encore un peu fier de ce que nos missionnaires ou nos enseignants étaient faire aux colonies. On ne comprend pas ce que nous reprochent ces populations en se disant mais regardez, quand on voit ce que les chefs d'État africains ont fait des empires coloniaux qu'on leur a laissés ou des nations qu'on leur a laissées, ils en ont fait des gouffres économiques et ils se sont gavés dessus. Donc les gens vous disent, c'était quand même beaucoup mieux pour les coloniser le temps où on était là. Parce que là aussi, ils fonctionnent sur des imaginaires sans aller regarder concrètement sur le terrain ce que c'est. Et puis, dans le fond, ils ne comprennent pas ce qu'on raconte. Ils ne comprennent pas qu'on explique que pour un colonisé, le colonisateur est un occupant. Ça, ils ne peuvent pas comprendre. Je sais, je l'ai fait un jour en expérience dans une salle où j'ai comparé une image que vous devez tous connaître, beaucoup d'entre vous doivent connaître, où on voit l'armée allemande qui, en juin 40, défile sur les Champs-Élysées. Il n'y a pratiquement pas un Français sur les Champs-Élysées, c'est très désert, et on voit un défilé avec l'armée allemande, c'est l'occupation de Paris, c'est la défaite de mai-juin 40. Cette image, pour tout Français qui est un peu cultivé, il a la chair de poule, les poils se dressent, c'est l'horreur absolue, la France a perdu, elle est à genoux, l'Allemand va l'occuper. Vous mettez la même image à Rabat, au Maroc, avec Lyotet qui défile dans les rues, aucun Français, sur le premier coup, comprend que c'est la même chose pour les Marocains. Et pourtant, c'est la même chose. Être privé de liberté, être occupé par l'autre au nom d'un rapport de force militaire, qu'on vous impose des lois, qu'on vous impose une manière de penser, qu'on vous impose le travail forcé. Ce n'est pas le nombre de kilomètres de routes fabriquées, de ponts faits ou de bâtiments construits qui justifie la perte de la liberté. C'est ce qui explique pourquoi les nationalistes se sont battus aux colonies pour retrouver leur indépendance et leur fierté. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous parlez de cette question-là, les gens mettent en balance cette liberté nationale, que nous, Français, défendons corps et âme quand l'autre veut venir nous occuper, par exemple l'Allemand, et l'incompréhension de nous avoir, entre guillemets, mis dehors à l'aune de toutes les richesses qu'on avait pu apporter aux colonies. Et il faut travailler sur tous ces registres en même temps quand on travaille sur l'histoire coloniale. Pourquoi ? Parce qu'on a autant à faire d'une histoire qui est méconnue qu'à des mythologies qui s'entrechoquent et qui s'entrecroisent. J'ai vécu il y a très peu de temps à Dakar, je faisais une conférence devant des jeunes étudiants sénégalais, et un étudiant se lève, il me dit, de toute façon, monsieur, les Français ont exploité les musulmans pendant la guerre de 14-18, les ont envoyés à la chair à canon, les ont même pas enterrés quand ils étaient au front. En fait, on n'était rien, on n'était que des nègres. Je dis, jeune homme, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et là, pendant 1 heure, j'ai essayé de lui expliquer la complexité de l'histoire. D'abord, que la France, à l'époque, elle est plutôt pro-musulmane, parce qu'elle a besoin à tout prix de convaincre les musulmans de rester dans l'armée française et de ne pas rejoindre les Turcs qui sont alliés des Allemands. Et qu'au contraire, Dinet a dessiné très rapidement des tombes dès le mois de novembre 1914 pour justement donner les funérailles à la hauteur de ces combattants qui mourraient au front. Et qu'il y avait des aumôniers musulmans sur tout le front dès 1914-18. Et j'essaye d'expliquer tout ça, en expliquant que c'est plus compliqué l'histoire, et qu'il a tort de penser que ces Africains qui sont
dans le cas des Africains, mais j'aurais pu parler des Polynésiens ou des Antillais ou des Maghrébins ou des Syro-Libanais, ceux qui se sont engagés dans les conflits, aucun ne s'engage pour la même raison que son voisin. De penser que c'est un tout, c'est très complexe. Certains sont partis parce qu'ils avaient envie d'aventure. D'autres sont partis contraints et forcés, réquisitionnés par l'armée française. D'autres sont partis parce que la solde correspondait à la dot pour pouvoir se marier. D'autres sont partis parce qu'ils sont partis parce que le père leur a mis un coup de pied dans le cul pour plus les avoir à la maison. Chaque histoire est individuelle. Chaque destin dans l'histoire coloniale nécessite de se poser la question du comment, du parce que, du pourquoi. Il n'y a pas un destin blanc, un destin noir qui s'oppose. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est parce que c'est beaucoup plus compliqué, ça oblige l'historien à essayer d'amener de la contextualisation et de la nuance. En même temps, il y a les mécanismes idéologiques, il y a la propagande, il y a la matrice qui fabrique une pensée qui légitime le colonial. Et ça, aujourd'hui, on est à un moment où tout ça est en train de s'effriter. Si on devait caractériser l'année 2020 à travers ces événements, et ce n'est pas valable qu'en France, parce qu'on a bien vu que l'événement était mondial, eh bien, il y a une jeune génération qui remet en question ce récit, qui remet en question la manière dont l'histoire coloniale est racontée, qui remet en question, qui décolonise d'une certaine manière les imaginaires, qui remet en question la manière dont les aînés racontaient cette histoire, qui eux-mêmes ont parfaitement conscience du poids de cette histoire dans les discriminations au quotidien, qui eux-mêmes, par exemple de la police, qui eux-mêmes ont un regard sur l'histoire coloniale beaucoup plus critique, sans doute parce qu'ils ont écouté NTM, Youssoupha, Soprano et d'autres, ou qu'ils ont été voir les films de Spike Lee, ou qu'ils ont été regarder les films comme Indigènes. Ça fait partie de leur culture. Une autre manière de critiquer, d'un regard critique sur ce passé. Et là, s'affrontent aujourd'hui deux visions. Parce que certaines vont considérer, en France, dans les élites politiques, que toucher à la question coloniale, c'est toucher à la République. Que toucher à la question coloniale, c'est de s'abattre un des pivots de ce qui fait la nation. Je me rappellerai toujours, et je trouve que l'anecdote est assez illustrative, et je terminerai là-dessus pour vous laisser rebondir et me poser des questions, quand François Hollande, homme de gauche, est arrivé au pouvoir. Vous savez que quand un président arrive au pouvoir, il choisit toujours un personnage tutélaire de la République pour placer son quinquennat, ou son septennat avant lui. Et François Hollande choisit Jules Ferry. Et ce jour-là, j'appelle une très grande ministre de la République, qui venait d'un de nos outre-mer, une très grande dame, et je lui dis avec humour, c'est mal parti. Que François Hollande choisisse Jules Ferry, ça m'étonnerait que ce soit le quinquennat où il y ait un regard plein et entier sur le passé colonial. Je rappelle qui est Jules Ferry. Jules Ferry est l'homme qui, au Parlement français, vend la question coloniale et l'entreprise coloniale en 1885 et prononce cette phrase à l'Assemblée nationale, « Il y a un droit des races supérieures sur les races inférieures. C'est pour ça que nous colonisons. » Et je me suis dit ce jour-là, il va encore y avoir beaucoup de travail à faire pour arriver à faire que nos élites sortent d'un modèle qui les empêche de penser ce passé. Soit ils en ont peur, et donc c'est l'amnésie, le silence, on cache, soit ils le continuent à le mythifier, la droite, Nicolas Sarkozy par exemple, pour ne pas le citer, soit ils continuent à être en esprit guerrier en disant que le temps des colonies n'est pas terminé. Je vous rappelle d'où vient le Front National. Le Front National est un parti qui est créé au début des années 1970 par Jean-Marie Le Pen à la suite de la perte de l'Algérie française. Et le discours qui est tenu sur les immigrés n'est ni plus ni moins qu'une continuité de la perte de l'Empire. Le Front National est un parti post-colonial absolu. Il est le produit de l'histoire impériale. Et Marine Le Pen est dans la continuité de ce récit. Car pour le Front National, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Elle se poursuit ici. Donc ce n'est pas qu'un récit qui parle de hier. Cette histoire, elle est encore présente dans le présent parce que nous vivons maintenant ensemble dans le même pays, héritiers des deux histoires et des deux récits. Et des deux côtés, cette histoire est peu ou mal écrite. Donc elle continue à créer des troubles. Elle continue à créer, je dirais, des bouleversements mémoriaux. Elle continue à provoquer ce qu'on appelle des longs silences. Où en gros, quand quelqu'un essaye d'expliquer qu'il vit cette difficulté d'hériter par rapport à ses parents ou ses grands-parents de cette histoire, ben, l'autre ne le comprend pas. Donc on va avoir affaire à une génération, il va falloir apprendre à écrire en commun cette histoire, il va falloir apprendre à découvrir ce passé dans toutes ses complexités, il va falloir éviter de tomber aussi dans la caricature. Parce que des deux côtés, chez les nostalgiques et chez les plus radicaux des coloniaux par exemple, il y a deux matrices qui sont à l'œuvre. Chacun écrit une forme de mythologie en pensant qu'il est le seul à détenir la vérité. Et dans ces cas-là, ces deux radicalités sont les plus brillantes en tant qu'elles. Pendant ce temps-là, l'écrit d'histoire ne s'écrit jamais. Parce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir aussi un esprit de vengeance d'un côté et un esprit de rancœur de l'autre côté. Je vais le faire simple. L'esprit de rancœur, il est parfaitement porté par un Éric Zemmour, qui, quand il fait ses conférences, il les termine à peu près une fois sur deux par la même histoire. Mes parents ont dû quitter l'Algérie. Lui n'est jamais né en Algérie, il est né au Aubervilliers. Mes parents ont dû quitter l'Algérie en tant que pieds noirs parce que la nation algérienne s'est construite et nous n'avions plus rien à faire là-bas, ils nous ont mis dehors. Fermez le banc.
Donc pourquoi nous, Français, on ne mettrait pas tous ces Noirs, ces Arabes et ces Asiatiques dehors pour reconstruire la France? Faisons comme l'État algérien. Option nostalgique, Éric Zemmour. Et de l'autre côté, vous avez un discours de radicalité qui aujourd'hui émerge et nous dit que des Blancs, que la France, que la République n'est pas capable de regarder en face cette histoire et que cette histoire doit être écrite par ce qu'on appelle des racisés uniquement. Ces deux radicalités-là sont aujourd'hui à l'œuvre, ce qui est normal, c'est le fruit d'histoire. Parce qu'au milieu, la République n'a pas fait son boulot. Et son boulot, c'était de construire, de bâtir, avec difficulté certes, parce que c'est complexe, un récit commun dans lequel chacun d'entre nous aurait pu puiser pour, d'une certaine manière, regarder cette histoire coloniale dans toutes ses contradictions et arriver à digérer, ça prendra beaucoup de temps, à digérer cette histoire. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le documentaire que vous verrez pour ceux qui auront le courage de regarder pendant 3h30 cette série. C'est à peu près l'équivalent d'Apocalypse pour ceux qui l'ont vu, qui était passé sur TF1, puisque c'est 3h30 colorisé, et où on a été donné la parole aux acteurs de l'histoire des deux côtés du récit. C'est-à-dire que j'ai autant été interrogé un soldat français qui est en Indochine qu'un général, qu'un officier, qu'une maquisarde du Viet Minh. J'ai autant été interrogé les combattants du MDRM à Madagascar qui en 1945 se sont révoltés que des colons de Madagascar. Et j'ai autant été interrogé une jeune femme qui place une bombe du FLN dans un bar en 1957 à Alger qu'une des jeunes femmes qui buvait un verre à l'âge de 12 ans dans ce bar et qui a perdu ses deux jambes. C'est comme ça qu'on fait de l'histoire. C'est en essayant d'écouter des deux côtés de la rive, la manière dont un récit commun peut s'entendre. Je l'ai dit tout à l'heure et je pense que c'est fondamental. Nous avons une histoire commune, nous n'avons pas des mémoires communes. À nous d'apprendre tout simplement à le raconter pour les générations futures. Je suis à votre écoute de vos questions. D'abord, merci beaucoup pour ces explications qui, du moins pour moi, ont été assez intéressantes et qui m'ont déjà fait rendre compte que je ne connaissais pas beaucoup d'aspects de la colonisation. Et ça m'a amené à me poser une question, avant de considérer les questions des spectateurs et celles qu'on a pu recueillir jusqu'à présent, est-ce que la France en fait, aurait pu être aussi grande et aussi présente dans le monde si elle n'avait pas utilisé entre guillemets, les bienfaits de cette colonisation? Et on arrive en fait à un paradoxe assez compliqué, justement de parler de paradoxe, du fait que cette histoire, bien que présente dans le peuple français, ne l'est que très peu dans les manuels scolaires, par exemple. Ce qui fait qu'en fait, on doit s'amener à chercher des réponses par nous-mêmes, qui parfois sont biaisées. On arrive par exemple à l'exemple que vous avez donné de personnes qui considèrent que la colonisation a été un bienfait, et à d'autres qui se décident en fait à débouler des statuts parce qu'elles ne connaissent que la vision du colonisateur, j'allais dire méchant, mais qui est là pour profiter du peuple, entre guillemets. Et enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait parler justement de cette assimilation qui, en sens, est réussie parce que certaines personnes issues de l'immigration considèrent maintenant la France comme un certain Eldorado, qui considèrent le colonisateur d'hier comme un certain modèle et qui essaie, par exemple, d'appliquer son style de vie. Et enfin, est-ce qu'on n'aurait pas une certaine forme de réussite de cette assimilation par une forme de néocolonialisme en fait? Parce que si on veut stopper les conséquences du colonialisme passé, il faudrait aussi regarder ce néocolonialisme qui, à mon sens, par exemple par le franc CFA, qui est encore imprimé aujourd'hui et dicté par la France et qui rend la situation très compliquée pour certains pays africains de se développer et d'être indépendants de manière la plus totale. Et je veux savoir quel a été votre avis sur cette chose. Comme vous dites, ça fait beaucoup de questions. Je vais faire mon professeur en même temps. Vous avez à peu près posé 11 questions. Et donc, je vais essayer d'arriver à les segmenter en 11 réponses par rapport à la question. La première question que vous posez, elle est vachement intéressante dans le sens où vous vous interrogez sur la France aurait-il pu ou a-t-elle hérité, est-elle devenue une grande nation à travers l'histoire de son empire? Et est-ce qu'elle aurait cette place-là si elle n'avait pas eu en fait un empire? Je vais vous donner quelque chose de basique. L'histoire du monde, c'est ni plus ni moins que des histoires d'empire. La Chine ancienne, Rome, la Grèce antique, Alexandre, Sparte, l'Empire ottoman, l'Empire russe. L'histoire du monde, c'est l'histoire impériale. Parce que chaque puissance va construire à un moment son hégémonie sur son environnement. Quelle est la grande différence avec les empires coloniaux, en gros initiés d'abord par les Portugais et les Espagnols à partir du 15e, 16e, 17e siècle, puis toutes les puissances européennes? C'est que progressivement arrive la dimension raciale, que va accompagner la construction avec l'esclavage d'une dimension raciale à travers l'homme esclavagisé qui vient d'Afrique, mais aussi après une vision où l'homme blanc, début 19e, va commencer à se donner un droit monde
à travers la race et le discours raciologique qui va s'impacter sur ce sujet-là. Mais sur le fond, si vous regardez le récit par les empires, le monde s'est toujours constitué par les empires. Et c'est un balbutiement. Un jour, il y aura un empire chinois. Et vous le voyez le marché en ce moment, l'empire chinois. Vous êtes en train de le vivre en live, l'empire chinois. Vous voyez les routes de la soie, vous voyez l'influence qu'a la Chine dans une quinzaine d'États africains, vous voyez comment il arrive à détenir 100% de la dette du Pakistan, 95% de la dette de Djibouti, 70% de la dette de Maurice, et donc qui impose son propre modèle, un empire d'une autre forme, qui n'aura rien à voir avec les formes précédentes. Comme d'ailleurs l'empire français n'avait rien à voir avec l'empire ottoman, et l'empire ottoman rien à voir avec l'empire chinois. Mais à chaque fois, c'est une manière hégémonique, ou l'Empire américain, de s'imposer au monde parce que ça fait partie de la matrice du monde et c'est comme ça que les grandes nations sont devenues grandes. Qu'on soit pour ou contre, on ne refait pas l'histoire. On ne la refait pas. On peut l'écrire, la contester, la trouver négative, positive, mais alors, par contre, il y a un truc qui est très clair, on aura beau battre des ailes, vous et moi, pendant des heures, l'histoire est un fait. Elle s'est construite et l'histoire des hommes est ainsi faite que pour des raisons X ou Y, qui peuvent être la religion, qui peuvent être l'économie, qui peuvent être la civilisation, qui peuvent être, pour d'autres peut-être, le modèle, America of Life par exemple, vont faire que ces cultures, que ces empires, que ces armées vont s'étendre sur le monde. Maintenant, les effets que ça produit, eux, ils se mesurent à la manière dont ces empires ont été bâtis, à la manière dont ils ont fonctionné. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose qui est très nouveau, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Donc, la mondialisation, elle a créé, au lendemain de l'histoire des empires, un phénomène de va-et-vient des populations où on n'est plus comme au XVIe, XVIIe, XIIIe, XIIe, VIIIe siècle, enfermés sur un territoire. Aujourd'hui, le métissage du monde fait que des gens, quelque part, des deux côtés de la rive, vivent dans les ex-puissances coloniales. Ce qui oblige à regarder cette histoire un tout petit peu différemment de la manière dont on l'a regardée hier. Et donc d'écrire et de regarder aussi les effets collatéraux, je vais rebondir sur un dernier point que vous avez donné, sur les effets qui durent. Vous parlez du franc CFA, par exemple. C'est un sujet fascinant parce que moi, ça fait 30 ans que je vous parlais du franc CFA. Vous avez peut-être oublié, vous étiez très très jeune, quand Balladur, par exemple, a décidé du jour au lendemain que le franc CFA valait 50% moins cher. Ce qui fait que moi, tous mes amis africains ont perdu à la banque 50% de leurs économies. Je peux vous dire que ça a compté à l'époque. Et j'ai quelques amis qui ont vraiment bien pleuré pendant une soirée où il a fallu oublier dans des maquis. On était à Bobo Dioulasso ce jour-là, avec des flaques devant nous. Il a fallu bien oublier qu'ils étaient devenus à moitié plus pauvres que la veille. C'est-à-dire que le franc CFA a été une perdurance, une manière de maintenir à la fois un contrôle économique sur les en gros, pour nos auditeurs qui nous écoutent, ex-Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire des pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, comme le Tchad, comme le Burkina Faso, le Togo, comme le Bénin, comme le Sénégal ou la Mauritanie, le franc CFA, dans cette zone-là, continue à être la monnaie dominante. Imprimée au départ en France, après dans les banques centrales en Afrique, mais surtout indexée d'abord sur le franc et après sur l'euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie de ces pays n'est pas indépendante de l'économie de ces pays. Donc ça veut dire que ça garde dans l'imaginaire, notamment pour les élites africaines et les jeunes, quelque chose qui est très violent parce que c'est la continuité de la domination coloniale par l'économie. Quand on a dit ça, on est tous d'accord. Et maintenant, on inverse le cheminement. Vous faites un peu d'économie, un peu de technique, si ma mémoire est bonne. Vous devez avoir des cerveaux pas trop mal faits là-dessus. Vous savez comment fonctionne une monnaie. Vous savez comment fonctionne une économie. Pour qu'une monnaie reste stable, elle doit s'appuyer sur des éléments stables. C'est la base même d'une monnaie, sinon la monnaie s'effondre. Demain matin, il y a 7 pays africains, si on retire le CFA, s'ils créent leur propre monnaie, sauf si c'est une monnaie interrégionale, leurs monnaies s'effondreront dans les 24 heures. Tout simplement qu'ils n'ont pas les réserves et qu'ils n'ont pas les économies. Prenez un pays comme le Tchad, vous voulez prendre un pays comme la Centrafrique. Est-ce que vous voyez la Centrafrique avec une monnaie? Inconcevable. D'où le débat qui existe en ce moment d'avoir une monnaie interrégionale, qui serait, selon moi, une très bonne idée. La meilleure des idées. Mais pour en ressortir, il faut dire que tous les États, jusqu'au Cameroun, du Sénégal à la Mauritanie, soient d'accord pour avoir une monnaie unique dans cette zone-là. Ce qui est la bonne solution, parce que ça couperait le cordon ombilical économique que symbolise le CFA, et en même temps, ça stabiliserait économiquement les économies locales et cette zone qui, par définition, vit des turbulences, s'il va de soi, économiques, parce que sortir du système colonial économiquement, ce n'est pas simple. Les gens pensent toujours que le jour de l'indépendance, tout s'est bien passé. Mais les colonies, par exemple, ça avait imposé des productions, monoproductions par pays. Le Sénégal, c'était l'arachide. La Côte d'Ivoire, c'était le bois. Donc il a fallu sortir de ces mono-économies qui servaient avec la métropole pour fabriquer des économies dans ces pays africains. Et vous le savez comme moi qu'au passage, les élites africaines, comme on les appelle, celles qui sont venues post-indépendance, beaucoup, d'abord ont été placées par la France, et deuxièmement, se sont bien gavées et n'ont pas changé de système. On va faire simple. Jusqu'à des Thomas Sankara, il n'y a pas eu beaucoup de grands chefs d'État
par peut-être Modibo Keïta au Mali, qui ont été des chefs d'État dans cette zone francophone, indépendants, avec une vraie vision économique, qui ne se sont pas gavés sur la machine. Ils ont donc fait perdurer un système néocolonial, mais cette fois-ci à leur avantage, en lien avec les grandes sociétés françaises, pour surtout ne rien changer. Ce qu'on a appelé la France-Afrique. Et puis est arrivé le grand bordel des années 90-2000, où en fait, ça continue à gloser, mais la France-Afrique, par rapport à la Chine-Afrique, c'est plus rien. Je vous rappelle que si vous allez à Dakar et que vous allez inaugurer, vous promenez dans les arcanes du musée des civilisations, les murs, les sols, le plafond ont été construits par les Chinois. C'est fini la France-Afrique. Hein. C'est peanuts par rapport à ce qu'est la Chine-Afrique aujourd'hui. Donc le franc CFA reste symboliquement quelque chose qu'il faut abattre, et là je vous rejoins à 1000%. En même temps, il ne faudrait pas que l'abattre avec une vision purement de déconstruction du néocolonialisme en pensant que derrière, ce sera le bonheur du jour où une monnaie va arriver. Il va falloir sacrément construire une monnaie commune dans cette zone francophone, voire même avec des pays comme le Ghana, anglophone, pour arriver à avoir une monnaie qui trouve sa stabilité. Le néocolonialisme, dont vous avez parlé un moment, et pour ça je rebondis dessus, a été à l'œuvre, grosso modo, si on devait le simplifier, pendant 40 ans. C'est-à-dire que ça a été une manière, alors les Français sont à peu près les champions du monde du néocolonialisme, à la différence des Anglais. Hein. L'Anglais est très très simple. Quand il s'en va d'un empire, il ne revient que s'il a un intérêt business. Ça va? Le Français, même s'il n'a pas d'intérêt, il reste. Et il essaye de faire comme si rien ne s'était passé. D'accord? C'est à peu près de résumer en 2 secondes ce qu'est le néocolonialisme à la française. En même temps, entre 1960 et 1965, la France a à peu près placé partout des hommes à elle, sauf au Mali. Et quand ils résistaient, elle les a tués, comme au Togo. Et je vous rappelle que la France a engagé 23 opérations militaires avant 1990 en Afrique de l'Ouest. Ça va? C'est simple, y compris même dans des pays qui n'étaient même pas des ex-colonies françaises, Colvésie. Donc la France a une vieille habitude, par l'armée, par le business, Elf Aquitaine, Total, par l'influence de ses réseaux, par les chefs d'État qu'elle mettait en place, par la manière même d'irriguer ça, de maintenir ce qu'on a appelé le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est quoi? C'est donner l'indépendance en gardant tous les avantages de l'ex-puissance tutélaire coloniale. En gros, faire la pluie et le beau temps et d'avoir la priorité sur toute l'exploitation des sols et des sous-sols, et en plus d'endetter ces pays vers qui? Vers l'ex-métropole, pour que ces pays soient, en fin de compte, tributaires encore de la métropole dans le présent. Ce modèle a dominé jusqu'aux années 90-2000. Et puis, il y a eu des ruptures. Les ruptures, c'est les Thomas Sankara et c'est les autres. Et puis, il y a eu des ruptures générationnelles. Et puis, à un moment, la France n'a plus été capable d'arriver à maintenir ce système-là. Et puis, il y a eu aussi des chefs d'État africains qui ont presque inversé le modèle, Bongo au Gabon, qui ont commencé à payer les partis politiques français pour appuyer tel ou tel chef d'État pour continuer à défendre leur propre prébande. Parce qu'ils devenaient des élites où on transmettait aux fils le pouvoir politique, tel d'anciens rois. Tout ça a explosé dans les années 2000. Qui fait qu'aujourd'hui, la cartographie néocoloniale en Afrique, elle est beaucoup plus compliquée. Elle est à la fois fondée, bien sûr, sur un reste d'influence des Français et des Anglais, voire des Allemands, mais elle est aussi liée à l'influence des Américains, à l'influence des Turcs. Si vous allez vous promener un peu du côté du Mali ou du Soudan, vous allez vous en rendre compte, vous le voyez bien en Libye actuellement. Que fait Erdogan en Libye actuellement? Il reconstitue le grand empire ottoman. Il est en Syrie, il est en Irak, il est à Chypre et il est en Libye maintenant. Vous savez, les vieilles pratiques ne disparaissent jamais, elles reviennent. Et puis, n'oublions pas les Chinois, qui de l'Algérie à Madagascar sont omniprésents sur le continent africain. Il suffit de voyager un peu, de voir les gares construites à Nairobi, d'aller se promener à Dakar, d'aller voir les hôtels qui sont construits à Bamako, et vous voyez tout de suite l'influence chinoise. Donc je dirais que le néocolonialisme à la papa a été remplacé par un néocolonialisme certainement tout autant virulent, beaucoup moins colonial qu'hier, fondé beaucoup plus sur le business et sur, d'une certaine manière, une capacité à occuper l'espace et en fait à mettre dehors les ex-puissances coloniales. Donc je serais un tout petit peu plus modéré aujourd'hui sur ces enjeux-là en expliquant que la cartographie a changé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des vieux rêves de retrouver la puissance perdue, notamment de la France dans son précaré, ce qu'elle appelait son précaré francophone. Enfin, j'ai oublié votre troisième question. Elle était fondée, pardonnez-moi. Elle était fondée sur l'assimilation et le fait que Oui. certaines populations en fait, s'identifient en fait, aux colonisateurs d'hier. Ouais. Vous savez, ce que vous venez de dire a été valable pendant toute la colonisation. Les gens l'ont un peu oublié, mais il y avait des étudiants noirs, maghrébins et asiatiques à Paris. Hein. Je crois qu'à Polytechnique, il faudrait regarder, mais il y a même des étudiants chinois et vietnamiens qui sont là dès la fin du XIXe siècle. Le modèle d'assimilation est un modèle aussi de fascination. Ça peut être un modèle de répulsion, mais ça peut être aussi un modèle. Messa Aliadj, qui était un des grands leaders nationalistes algériens, était tout autant fasciné par les lettres françaises, par la culture française et par le modèle français bourgeois. Si vous prenez un Senghor, Senghor avait une fascination, d'ailleurs il a épousé, je me rappelle, une petite Normande, était fasciné
par la France. Si vous regardez la plupart des discours de ces élites, les Damas et les autres, les Paulette Nardal, tous ces intellectuels, même Ho Chi Minh, le grand Ho Chi Minh, il était fasciné par Paris. Il vivra en France 1917 jusqu'à 1919. Vous vous rendez compte de quoi? Qu'il y a quelque chose dans le modèle français qui est aussi, et quand je dis modèle français, c'est pas qu'économique, hein. C'est la culture, c'est le savoir, c'est les lettres, c'est aussi l'économie bien sûr, c'est peut-être les plans des rues. Quand vous lisez les récits des premiers voyageurs arabes intellectuels de l'Empire ottoman qui sont à Paris entre 1840 et 1870, ils sont fascinés par les rues droites. Ils sont fascinés par le système d'irrigation. Ils regardent le Paris moderne qui s'est construit. Ils regardent la manière dont les femmes sont habillées. Et quand vous regardez, quand ils viennent aux expos coloniales, par exemple aux expos universelles, la fascination pour l'industrie, pour la modernité, pour le spectacle, pour les arts, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fascine et qui a irrigué cette histoire et qui a donc fabriqué une forme de métissage. Mais de la même manière, on s'est métissé. Nous, petits, moi, je suis un petit breton. Les petits bretons se sont mis à manger du couscous et pas simplement des crêpes. C'est-à-dire que ce métissage s'est fait dans les deux sens, par les mots, par le vocabulaire. Si je vous expliquais d'où vient le mot salopard, salopard, ça vient de la conquête du Maroc en 1911. C'est comme ça qu'on désinguait les rifins à l'époque de la guerre du Maroc. Si on regarde dans la cuisine, notre cuisine est complètement emplie de métissage aujourd'hui. Si on commence à s'intéresser à la musique, mes copains antillais vous diront que serait la culture française sans la musique antillaise? Et la bigging va redémarrer à Paris en 1930 au moment de l'exposition coloniale. Le métissage s'est fait dans les deux sens parce que il ne faut pas oublier que s'il y a eu fascination du modèle français à travers l'assimilation, inconsciemment et indirectement, vous avez eu la même fascination à rebours des Français qui se sont, je dirais avec un mot assez provoquant, exotisés. C'est-à-dire qu'ils ont appris, je ne vous l'apprends pas, à la fin du 19e siècle, les Français ne mangent pas de riz. Il n'y a pas de riz en France. Il n'y en a pas. On s'est mis à manger du riz quand on a eu l'Indochine. Et il y a des campagnes de radio à l'époque, mangez du riz, mais mangez du riz d'Indochine française. Ça, c'est les années 30. On s'est mis à manger des bananes avec les Antilles. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'oublie, mais ce qu'a été le syncrétisme d'une assimilation, elle a fonctionné dans les deux sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand un jeune, ou un moins jeune, où ses parents sont arrivés dans les années 60-70, par exemple, qui ont donc appris à l'école aux ancêtres les Gaulois, petit détail, qui ont appris le français, qui ont certainement lu du Victor Hugo, d'accord? Quand ils arrivent en France, ils ne sont pas français, enfin, ils ont pu être français, perdre la nationalité française et la retrouver en venant en France. Leur récit est particulier, c'est pas comme un Italien, un Belge, un Luxembourgeois ou un Anglais qui vient s'installer en France. Ils ont un récit qui est compliqué. Ils ont un peu de France en eux. Ils ont un récit où déjà le modèle français existe, où Paris est une mythologie. Parce que l'assimilation, elle n'est pas qu'un songe, elle n'est pas qu'un imaginaire, elle n'est pas qu'une chimère. Elle correspond aussi à des réalités construites. Parce que plein de missionnaires et d'anciens qui ont été aux colonies y ont cru. Et ont vendu cette grandeur du modèle français. Ont vendu cette idée de ce qu'est la France et de Marianne. Ont vendu les idées universelles. Il reste quelque chose de ça. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est très important à comprendre, c'est que la colonisation, s'il n'avait été que de la violence, l'effet n'aurait pas été aussi durable dans le temps. Il y a eu aussi une part très complexe de fascination, très complexe de destin croisé. Quand je discute avec des militaires sénégalais, par exemple aujourd'hui, l'armée sénégalaise actuelle, eh bien, il ne faut pas remonter l'histoire de l'armée sénégalaise à l'indépendance en 1960, il me la faut remonter en 1857, quand on a créé les tirailleurs sénégalais. C'est leur histoire. Ils ont fait leur histoire à eux. Ils l'ont digéré, cette histoire. Dans le même temps, quand vous les écoutez, ils vont aussi vous parler de Samori. Alors, Samori, c'est le héros qui porte le djihad pendant 10 ans contre la France dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pour arriver à comprendre, c'est à peu près la zone du Sahel où sont les djihadistes aujourd'hui. Samori, il avait une armée de 100 000 hommes contre l'armée française. Donc, ils vont avoir un héritage de Samori dans leur culture, avec le célèbre opposant de l'influence française, et en même temps, ils vont avoir l'héritage syncrétique des tirailleurs sénégalais. C'est paradoxal, mais c'est ça, en fin de compte, un récit commun. Et nous, sans vouloir le dire, nous avons hérité d'un milliard de choses. C'est-à-dire, notre culture, elle est faite de la compagnie créole, des musiques de Slimane Azem, le plus grand chanteur kabyle, mais un peu de Joséphine Baker, beaucoup de Begin, une ambiance métissée de tout ça. Prenez notre équipe de foot. Nous avons une histoire unique. Le jour où Blaise Diagne inaugure, Blaise Diagne, le Sénégalais, député du Sénégal, sous-secrétaire d'État aux colonies. C'est quand même un noir qui inaugure l'exposition coloniale pour la France, dans le gouvernement français. Il s'appelle Blaise Diagne. Bon, déjà, c'est un paradoxe incroyable. Et vous savez ce que fait son fils le même jour? Il est le premier noir à rentrer en équipe de France, dans une équipe européenne, à porter le maillot des Bleus, dans un match en 31. Raoul Diagne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un pays pareil? On est capable d'aller applaudir les sauvages en Vincennes et d'aller applaudir un Sénégalais en le considérant comme français quand il porte le maillot de la France pour battre une équipe fasciste italienne. C'est inexplicable.
C'est ça le récit français. Donc après, oui, cette fascination de ceux qui arrivent ici, ou de ceux qui vivent ici, ou de ceux qui sont héritiers de cette histoire, elle est faite de tous ces paradoxes qui ne sont pas simples et qui se reproduisent dans le présent avec à la fois une détestation et un amour de la France, une antinomie et en même temps une passion, un rejet et en même temps une envie. Et c'est logique. C'est logique qu'il y ait ce double phénomène, je t'aime moi non plus en gros, parce que c'est le fruit de l'histoire. C'est tout le paradoxe de l'histoire. En même temps qu'il y avait la fascination pour Joséphine Baker en 1925, ce qu'on appelle la négrophilie à l'époque, vous avez une phase de rejet des Noirs en France, la négrophobie. Les deux peuvent exister en même temps. Ne me demandez pas pourquoi, hein. C'est le constat de l'historien. C'est-à-dire qu'on peut à la fois être fasciné et rejeté, avoir peur et trouver esthétique, contester et aimer. Tout ça, cette histoire-là, c'est pour ça qu'elle n'est pas faite que d'ombre et de lumière. Enfin, plutôt, pardon, elle est faite d'ombre et de lumière. Et c'est ce métissage du récit qui en fait sa complexité. Et c'est pour ça que nous en héritons avec des choses. C'est Mabankou qui me dit toujours, Alain Mabankou, bon, je pense que vous le connaissez tous, le grand romancier, le roi du costume qui a les plus beaux chapeaux à la télévision française, Alain Mabankou, congolais, enfin franco-congolais américain, comme il dit maintenant, il me fait bien rire quand il dit ça. Alain, il me dit un truc qui est fantastique, il dit, moi, dans la colonisation, j'ai gardé que le meilleur. Et tu lui dis, mais c'est quoi le meilleur? Il dit, je ne sais pas. J'adore cette phrase, parce que c'est vachement important à retenir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'histoire, pour la dépasser, il faut la connaître. Pour la dépasser, il faut en discuter. Et pour la dépasser, il faut que tous vos interlocuteurs comprennent ce que vous voulez dire. Moi, c'est un grand débat que j'ai souvent avec mon ami Lilian Thuram ou avec Abdel Malik, avec qui je fais beaucoup de conférences. Abdel Malik, Thuram et moi, on se retrouve très souvent. On va dans des lycées. J'étais la semaine dernière dans un lycée à Saint-Ouen avec Thuram. On parle avec des jeunes, on discute, on essaie de faire passer cette histoire. Lilian et moi, on n'a pas le même récit. Il n'a pas grandi avec les mêmes questions que moi, il n'a pas eu la même jeunesse que moi. Lui, il est noir, moi, je suis blanc, enfin, c'est évident, on le voit tout de suite. Hein. Mais le fait de dialoguer, on n'est pas toujours d'accord, mais le fait de dialoguer, le fait de prendre un événement ou un sujet et de le tordre des deux côtés, à un moment, on arrive à avoir une manière commune de le raconter. Alors lui, il ne va pas le raconter avec mes mots quand il parle avec des gamins. Mais moi, je ne vais pas le raconter avec ses mots, mais on va le raconter ensemble avec nos mots respectifs à nos interlocuteurs. Et les mômes, quand ils vont, je dis les mômes parce que c'est des élèves, là on était face à des gamins de seconde, ils digèrent un récit qui a une polymorphie. Ils entendent une manière, ce que vous disiez tout à l'heure, on est obligé d'aller chercher une histoire qu'on n'a pas dans nos manuels scolaires. Alors d'abord, je serai un tout petit peu plus modéré là-dessus. Moi, je suis un très très vieux, les gars. D'accord? Je suis né à une époque où il n'y avait pas grand-chose dans les manuels scolaires et quand j'ai passé mon bac, je ne savais rien sur l'histoire coloniale parce qu'il y avait vraiment, alors vraiment, rien dans les manuels scolaires. Ni esclavage, ni immigration, ni colonisation. C'était donc en 84 que j'ai passé mon bac. Vous voyez, ça remonte à très très loin. C'est bien avant la guerre, comme dirait l'autre. Ça a quand même énormément progressé depuis. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les manuels scolaires sont optimum. Ça veut dire que ça a progressé. Un gamin qui passe son bac aujourd'hui en sait 10 fois plus que moi quand j'ai passé mon bac. C'est important à se le dire. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour aller chercher ses racines ou son histoire. Ça ne veut pas dire qu'un gamin guadeloupéen, il va y trouver son année 67 dont ont parlé ses grands-parents. Ça ne veut pas dire qu'un Algérien va y trouver ses réponses sur la lutte entre le MNA et le FLN. Ça ne veut pas dire qu'un gamin qui veut comprendre ce qu'étaient les os humains, il va trouver qu'il y a assez de choses dans les manuels et qu'il ne va pas aller ailleurs. Ça ne veut pas dire que certains n'iront pas voir les vidéos de Dieudonné, qui font encore 3 millions de vues. Ça ne veut pas dire que quelqu'un n'ira pas chercher peut-être vers une forme de radicalité, une autre manière de raconter l'histoire. Ça ne veut pas dire tout ça, on est bien d'accord. C'est certes insuffisant, mais ça a progressé. Ce n'est plus la déshérence pédagogique qu'on a pu connaître une époque. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, il y a eu une prise de conscience, qu'il y a une jeune génération d'historiennes et d'historiens depuis 20 ans maintenant qui œuvrent sur la trace de leurs aînés, les Benjamin Stora et les autres, les Catherine Kokrividrovitch, qui ont ouvert le banc, qui nous ont formés. Moi, quand je suis arrivé à la fac, si je n'avais pas eu des professeurs qui m'aient formé à mon travail, ils n'étaient pas nombreux, hein, vraiment pas nombreux, hein, je n'aurais pas fait le métier que j'ai fait derrière. C'est parce qu'ils m'ont ouvert les yeux sur cette histoire, mais ils étaient extrêmement peu nombreux. Mais maintenant, on est 25 fois plus. Et la plupart sont aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas trouvé de place dans les facs françaises. La plupart de mes collègues, moi, ma génération, si vous préférez, avec qui j'ai fait ma thèse, 80% d'entre eux n'enseignent pas en France. États-Unis, Suisse, Allemagne, Inde, Johannesburg. Ça va? C'est simple. Ils ne sont pas ici parce que au moment où ils sont arrivés, en gros, on ne voulait pas d'eux dans les facs. Ils ne correspondaient pas. Non. C'est différent maintenant. Il commence à y avoir du recrutement sur les questions de genre, sur les questions de race, sur la question coloniale, sur le post-colonial. C'est lent, pas assez rapide, mais c'est en train d'évoluer. Et donc, ça évolue aussi dans les manuels scolaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réticences du politique. Hein. Moi, j'ai entendu au moins 5 ministres de l'Éducation nationale me dire la même phrase. Vous savez, M. Blanchard, c'est des mémoires traumatiques, ce serait quand même mieux qu'on n'en parle pas.
Et en fait, ils vous disent quelque chose qui est inconscient. Quand vous titillez le ministre, et vous voyez bien ce qu'il a en tête. Il faut bien que vous compreniez ça, parce que c'est fondamental. Il vous dit, on ne va quand même pas expliquer à ces jeunes ce qu'on a fait à leurs grands-parents. Ça vous va? Ça veut dire qu'ils ont peur du savoir. Parce que pour eux, le savoir signifierait, waouh, on va devoir expliquer un des plus grands paradoxes de la République. Et j'ai toujours dit à ces ministres, comme je l'ai dit à quelques présidents de la République, mais si vous vous taisez, ne pensez pas que ces jeunes ne vont pas aller rechercher l'histoire ailleurs. Et ils iront le chercher chez des radicaux. Moi, quand je fais une conférence et que j'ai un gamin de 14 ans qui lève le doigt d'origine algérienne et qui me dit Monsieur Blanchard, de toute façon, la République, elle a toujours préféré les Juifs aux Arabes. C'est clair. Quand on voit le décret Crémieux en Algérie, un gamin de 14 ans qui connaît le décret Crémieux en Algérie de 1870, il ne l'a pas appris juste en regardant des vignettes Panini sur la Coupe du Monde de 98. Il a été quelque part et on lui a tenu ce discours-là démonstratif. Donc je dis attention, il ne faut pas croire que vos silences, à vous élites politiques, conduisent à une amnésie nationale. Ce n'est pas vrai. La jeune génération, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, elle va chercher son histoire. Et des fois, ses parents n'ont pas parlé. Ou les grands-parents n'ont pas parlé. Moi, la maman de Lilian, tu vois, elle lui disait non, on ne parle pas de ces sujets-là à table. C'est sa phrase. Je la connais très bien, sa maman. Hein. Et des fois, elle nous dit mais de quoi vous parlez encore tous les deux là? Vous ne parlez pas d'autre chose que de la politique. Mais vraiment, il dit maman, ça nous intéresse. Parce que sa maman, elle ne lui avait pas donné de réponse. Donc, Lilian, il a été chercher les réponses ailleurs. Il a eu de la chance de les trouver. Mais vous voyez, quand vous avez besoin de vous construire, quand vous avez besoin de savoir d'où vous venez, quand vous avez besoin d'arriver à comprendre cette histoire, surtout quand vous êtes dans une famille, par exemple, où les autres de la famille n'ont pas le même récit, quand vos parents ne veulent pas la raconter, parce que ce n'est pas facile pour les parents d'expliquer un truc incroyable. Papa, ou les grands-parents, comment ça se fait que vous êtes venu vivre dans le pays du colonisateur? Ça, il faut l'expliquer, ça. Hein. Ouf. Vois la scène. Tu es à la maison, là, tu es tranquille, tu as les grands-parents, tu as tout le monde. Tu dis, bon, vous m'expliquer un truc là. Nos aînés se sont battus contre les colonisateurs, ils les ont mis dehors, et quand la guerre a été finie, vous êtes venus vivre dans le pays du colonisateur. C'est fou comme truc. Ah, on va essayer de t'expliquer. Eh bien, bonjour. Parce que c'est pas une histoire qui est simple. C'est comme si 7 millions de Français étaient partis vivre en Allemagne en 1946. Ah ouais, dit comme ça, d'un seul coup, ça fait réfléchir. Hein. C'est pas facile d'expliquer à ces enfants pourquoi, aussi des fois, on a peut-être accepté le silence, parce qu'on ne voulait pas raconter tout le poids qu'on portait de cette histoire coloniale quand on est arrivé en France, pour justement en espérant que ces enfants ou ces petits-enfants allaient se construire par la réussite républicaine, en fait, sortant du piège d'être descendants d'esclaves, oui, et d'indigènes. C'est compliqué, parce que la troisième génération, le silence, elle veut en sortir, et l'histoire un peu trop fabriquée des parents, elle veut aussi en sortir. Elle veut se construire son propre récit. Et elle veut dire à la République, mais attends, moi je suis français, point barre. Vous me prenez la tête avec vos vieilles histoires. Mes parents ne donnent pas la réponse, la République ne donne pas la réponse. Donc vous devez vous débrouiller tout seul. C'est compliqué des fois de se débrouiller tout seul dans ce récit qui est complexe, parce qu'on peut le comprendre. Pour les parents, ce n'est pas simple à raconter. C'est pas simple de raconter un paradoxe. C'est pas simple de raconter une humiliation. C'est pas simple de raconter ce que c'est que de peser l'histoire de son grand-père qui s'est peut-être fait voler sa terre, de son arrière-grand-père qui s'est peut-être fait tuer, ou des conflits internes aux indépendances où le MNA et le FLN ont eu peut-être entre eux un nombre de morts, donc il sera beaucoup de mal à expliquer que dans chaque famille algérienne, il y avait un membre du MNA et un membre du FLN, et qui se sont massacrés. C'est complexe. C'est loin de la mythologie des indépendances et de la beauté des décolonisations. Cette histoire, elle est violente. Et elle est violente jusqu'au travail personnel. Parce que descendre d'indigènes, ce n'est pas simplement être descendre d'immigrés. On est à la fois des enfants d'immigrés et des petits-enfants d'indigènes. Wouh! Il faut se bâtir avec ça. Et donc, pour se bâtir, il faut avoir de la connaissance. Et quand vous êtes dans un pays où la connaissance fait question, ce n'est pas simple. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions. Il faut dire qu'il y en avait beaucoup. 11. Oui, effectivement. Et merci beaucoup. C'est très bon. Merci, M. Blanchard. Donc, je vous transmets une question maintenant d'un de nos spectateurs qui vous demande si vous pourriez développer ce que vous entendez par modèle assimilationniste et particulièrement quelles sont les différences avec le modèle anglais, italien et allemand, etc. Le modèle assimilationniste, qui est très théorique, hein, mais c'est ce que prenaient les Français. C'est-à-dire, c'est ce que énonçaient les Français comme modèle dominant dans l'histoire coloniale. C'est de considérer que l'éducation française, que le modèle français, via l'école, via l'armée, allait faire un moment de ces populations colonisées sur un temps extrêmement long, allait assimiler ces populations qui allaient devenir pleinement françaises. En gros, c'est de dire à un Algérien, un Sénégalais, un Antillais, eh ben, dans 3-4 générations,
en suivant le modèle, soyez donc patient, et en suivant le modèle républicain français et l'éducation française, vous allez devenir de vrais petits Français. Ça, c'est le modèle assimilationniste. On modifie quelque part l'autre pour le matricer dans un modèle commun. Moi, je suis un petit breton, par exemple. On a dit à mon arrière-grand-père qu'il allait devenir français à coups de pied dans le cul, en allant abandonner sa langue bretonne. Quand mon arrière-grand-père est parti à la guerre en 14-18, il ne parlait pas français. Et on lui a bien fait comprendre. On est à l'école, mon grand-père n'avait pas le droit de parler breton. C'est-à-dire que c'est une manière de dire on va vous fabriquer français. Et donc l'assimilation, c'est de dire on va modifier qui vous êtes, on va vous matricer pour qu'à un moment, vous deveniez français. Dans certains cas, on a même dit à certains, vous n'allez pas pouvoir le devenir, vous les musulmans. En Algérie, l'assimilation ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous ne renoncez pas à votre statut de musulman. Pour devenir français en Algérie, il fallait renoncer à l'islam. Ça, c'est l'assimilation. Les Anglais, comme les Italiens, par exemple, ont pratiqué ce qu'on appelle l'association. Qu'est-ce que l'association? C'est voilà, on va côte à côte, chacun va garder sa culture, ses hiérarchies, ses rois, ses organisations sociales, sa religion, et on va faire un deal ensemble temporaire. Il peut durer, hein, mais il est temporaire. Chacun chez soi, chacun dans sa caste, chacun dans sa communauté. C'est-à-dire qu'on voit bien le système quand vous pensez à l'Inde aujourd'hui, quand vous pensez aux États-Unis. Si vous arrivez à comprendre comment marche l'Amérique, c'est un système d'association qui a été amené par l'Empire britannique dans la constitution même, de la manière de penser ce qu'est l'Amérique, en termes de communautés qui sont héritées du système colonial et qui sont restées des communautés. Chacun vit dans sa communauté, côte à côte, mais pas en se ressemblant. Au milieu de ça, vous avez des modèles qui ont été beaucoup plus brutaux comme les Allemands. Les Allemands arrivent avec une logique, je dirais, très éradicative. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de la collaboration ni la question de l'association. Ils posent, eux, la question de l'exploitation. Alors, les Allemands, c'est du brutal pur. Ce sont des main-d'œuvre inférieures, ils travaillent pour nous, et si elles nous résistent, on les massacre. Premier génocide au monde, les Herero en Namibie, massacrés par les colonisateurs allemands. Les Portugais, au milieu de ça, ont fait un système mixte entre assimilation et association, mais qui est passé par quelque chose de très paradoxal, le sexe. Les Portugais ont considéré qu'il fallait fabriquer des métis et que ces métis allaient être le fer de lance des territoires comme le Mozambique et l'Angola. Ils ont donc, puisqu'il est largement favorisé au 19e et au début du 20e, le fait que des colons vivent avec des jeunes femmes africaines et fassent des enfants, en partant de l'hypothèse que l'assimilation la plus pertinente, c'était par le sang qu'elle allait fonctionner, en ayant des métis dans ces pays-là. Vous voyez que les modèles peuvent être très différents. Ce n'est pas juste des modèles intellectuels. Hein. Sur le territoire, ça veut dire, par exemple, pour les Français, ça voulait dire mathématiquement d'avoir des Noirs et des Arabes ministres à un moment. Parce qu'il fallait les députés, ce que n'ont jamais pensé faire les Allemands ou les Anglais. Et de l'autre côté, pour les Portugais, c'était de faire que seuls les métis allaient pouvoir exercer les fonctions dans l'administration publique, par exemple. Ce qu'ont pensé à un moment faire les Anglais en Inde. Les Anglais, jusqu'au milieu du 19e siècle, ont favorisé le métissage et ont fait émerger une population qu'on appelle donc des Anglo-Indiens, d'à peu près 1 million de personnes, qui avaient à peu près tous les droits dans l'administration jusqu'en 1910. Et à un moment, les métis en Inde ont été considérés à l'inverse comme des dangers pour les Anglais, parce qu'ils devenaient revendicatifs de droits. Et à ce moment-là, on a interdit à partir de 1911, ou 12, j'ai un trou de mémoire, la place et la priorité qu'avaient les métis, anglo-indiens donc, pour être dans l'administration coloniale indienne. L'administration coloniale en Inde, c'était 300 000 hommes. Il faut l'imaginer quand même. Il ne faut jamais oublier que les empires coloniaux, c'est aussi ce qu'on appelle les administrations intermédiaires. C'est-à-dire le petit postier, le garde champêtre, le militaire, le docker, des gens qui, la fonction publique. En Algérie, il y avait un premier, un deuxième collège aux élections. Il y avait des maires arabes ou kabyles. Ce qu'il faut bien imaginer dans le système, c'est que vous avez des intercesseurs. Donc, quelle place ils vont avoir, ça dépend du système politique. Donc, l'assimilation à la française, on est quasi les seuls au monde. D'ailleurs, si un jour vous allez aux États-Unis faire une conférence ou débattre de ça, essayez d'expliquer à l'Américain ce qu'est l'intégration. Ils ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que nous au monde qui avons l'intégration. On est le seul modèle au monde. Personne. Si, les Québécois peuvent vous comprendre. Mais alors, vous allez au Brésil, vous allez en Amérique du Sud, vous allez à Johannesburg, vous allez en Inde, vous allez au Japon, et vous essayez d'expliquer ce qu'est l'intégration à la française, qui est donc le fruit de l'immigration, au sens premier du mot, de l'immigration qui est passée d'abord par l'assimilation coloniale. Le mot intégration vient de la guerre d'Algérie, c'est en 1956 qu'il a été créé. On va intégrer l'Algérie à la France. Et après, le terme est devenu l'intégration des immigrés. On est les seuls au monde à employer ce vocabulaire et les seuls au monde, en fait, à développer cette idée. C'est très compliqué. Hein. Enfin, on le vit, parce qu'on sait que notre modèle français, il est particulier. En fait, on le sait quand on est à l'étranger.
Quand on le vit de France, on se dit c'est un bordel sans nom, mais quand on est à l'étranger, on comprend que notre modèle est quand même assez unique au monde. Et c'est ce qui fait son paradoxe, hein, et toute sa complexité. Et en même temps aussi peut-être toutes ses potentialités intéressantes, parce que débarrasser les oripeaux du passé colonial, il a certaines vertus. Vous l'avez bien compris dans mon discours, hein. Je suis super critique sur la République coloniale, mais je crois aussi dans les valeurs non perverties de l'universel. Ok, je suis un paradoxe, mais ce n'est pas très grave. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette même République, tout à l'heure, je vous ai cité une phrase, j'aime beaucoup raconter cette petite histoire, elle va prendre 20 secondes. Quand Jules Ferry dit cette phrase au Parlement français en 1885, il y a un droit des races supérieures sur les races inférieures, il y a un député de la Haute-Loire qui se lève, il s'appelle Julien Maigne, inconnu au bataillon. Il n'y a qu'une seule rue Julien Maigne en France, c'est à Brioude, au milieu de l'Auvergne. Vous ne la connaissez pas, c'est pas grave, vous ne l'avez pas appris dans les manuels scolaires, mais ce monsieur, grand député de la République, qui était communard, se lève et dit à Jules Ferry, au milieu de l'Assemblée nationale, « Vous osez dire cela, monsieur Ferry, dans le pays des droits de l'homme. » Moi, c'est cette République-là qui me plaît. Comme je préfère la République de Rocard, quand en 1959, il dénonce les camps d'internement en Algérie, où croupissent 2 millions de femmes et d'enfants. Que je préfère Mendès France, quand il fait le discours de Carthage sur l'indépendance de la Tunisie. J'ai, pour moi, dans ma croyance, parce que je travaille aussi beaucoup sur cette question-là en termes historiographiques sur la question des idées et autres, vous vous rendez compte que dans la République, il y a toujours eu un débat. Pas parce que les coloniaux l'ont emporté pendant très longtemps que la République est coloniale. Elle est en partie coloniale, mais elle n'est pas que coloniale. Ok, c'est un paradoxe, mais ce paradoxe me paraît fascinant à comprendre et à analyser, parce que ça veut dire que la République est aussi capable d'arriver à se regarder en face. Enfin, c'est ce que j'espère. Merci beaucoup pour cette réponse très claire, Monsieur Blanchard. Je ne sais pas si on a plus de questions de la part des spectateurs. En tout cas, moi, j'ai une question qu'on avait eue de la part d'internautes. C'est de savoir, est-ce qu'un jour, on pourrait espérer en fait, une normalisation des relations entre la France et les anciennes colonies, c'est-à-dire une relation d'égal à égal, en fait. Est-ce qu'on pourrait supposer que les mouvements de revendication qu'il y a maintenant vont aboutir dans les quelques années à venir, ou ça va être un processus beaucoup plus long en fait? Je dirais qu'inconsciemment, ce que je veux dire va peut-être vous étonner, on a fait le plus dur du boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est irréversible. C'est irréversible parce que les diasporas ici en Occident ont une capacité aujourd'hui à être de l'intérieur, à faire pousser, à faire changer la machine. Que de l'autre côté, il commence à y avoir des élites blanches, j'emploie le mot sans aucun problème, hein, des élites blanches qui n'ont pas connu l'histoire coloniale et qui ne se sentent pas responsables de ce qui s'est passé. Moi, par exemple, je me sens responsable en rien de ce que les Blancs ont fait. Hein. Mais alors vraiment, pas du tout. Je veux dire, je ne me flagelle pas tous les matins sur l'histoire coloniale. Hein. Parce qu'un Blanc a fait un truc il y a 3 siècles, en tant que Blanc, je suis responsable de quelque chose. Et bien, il y a beaucoup de Blancs comme moi qui, aujourd'hui, pensent, parce qu'ils ne l'ont pas vécu, cette histoire, autrement, qu'il y a beaucoup d'élites issues de ces mondes post-coloniaux qui, aujourd'hui, veulent changer le rapport à l'histoire. Que nous sommes aussi dans un pays où le métissage, au sens premier du terme, hein, il y a beaucoup de couples métis en France. Il y a beaucoup de familles où on ne raconte pas l'histoire d'un côté de ses enfants. Parce que ces enfants, ils sont souvent issus de 2 histoires, les gars. C'est pas la même chose. Quand vous avez quelqu'un à table et puis qu'il faut raconter une histoire des 2 côtés, on fait un petit effort de culture pour essayer d'arriver à trouver en éducation un mode de fonctionnement. Et puis qu'il y ait une demande sociale qui devient de plus en plus forte. Notamment, je le vois à travers tous les artistes. Moi, je travaille beaucoup avec les artistes, femmes et hommes contemporains, les plasticiens, les sculpteurs, les peintres. Moi, je travaille sur Sexe, race et colonie, par exemple, comme bouquin. Je travaille avec une vingtaine d'artistes qui travaillent sur le corps exotisé des femmes à l'époque coloniale. Toute cette génération d'artistes, de jeunes cinéastes aujourd'hui, s'emparent de ces questions-là. Il y a un phénomène d'accélération de cette histoire. Il y a un phénomène, aujourd'hui, les barrages, qu'il va y en avoir, des Zemmour, il va en rester quelques-uns sur notre route. La peur de regarder cette histoire en face, elle va perdurer encore. Mais le temps s'accélère. Le temps s'accélère, qui fait que je ne sais pas si mes yeux verront dans la décennie qui s'ouvre la création d'un musée d'histoire coloniale en France, mais si ce n'est pas Emmanuel Macron qui le fera, ce sera son successeur. Et je l'ai dit à Emmanuel Macron très concrètement, je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas eu le courage de le faire, après ce qu'il avait déclaré dans la campagne. Parce que je pense qu'il aurait dû le faire. Parce que ce que retiendra l'histoire, c'est qu'il a eu des mots, mais qu'il n'a pas eu les gestes. Et donc il a eu tort. Un politique doit savoir comprendre son temps. Je n'étais pas forcément pro-chiracien, hein, je peux vous le dire, dans ma tendre jeunesse. Je ne suis toujours pas plus aujourd'hui, mais je me rappellerai toujours de ce qu'a dit Jacques Chirac en 1995 sur la Shoah et Vichy. Et il a su remettre la France à la place de sa grandeur et de son histoire. Je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû faire pareil sur la question coloniale. Si ce n'est pas lui, ce sera celle ou celui qui lui succédera.
Parce que le temps s'accélère maintenant. C'est plus possible de continuer à voir l'histoire à la papa sur ces questions. Parce que aujourd'hui, vous avez une jeune génération qui est parfaitement lucide. Moi, quand je discute de l'histoire coloniale avec mon fils qui a 23 ans, pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'est l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'il ne se flagelle pas plus que ça, mais c'est clair. Et pour la plupart des jeunes que je rencontre, qui ont un peu de savoir et de connaissance, il n'y a pas d'ambiguïté. Ils ont pleinement conscience. Ils peuvent avoir des points de vue différents, mais ils sont lucides parce qu'il s'est passé aussi un travail, que tous mes copains artistes, moi je travaille beaucoup, je vis avec Abdel Malik dans ses spectacles, je travaille avec Sop qui m'a fait des voix de soprano sur mes films, j'ai travaillé avec Joey Starr, je travaille avec Lucien Jean-Baptiste, je travaille avec toute une génération d'artistes, de plasticiennes, la petite Delphine Diallo. Allez voir ce que fait Delphine sur Internet au niveau création graphique, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Elle est franco-sénégalaise, elle bosse à New York aujourd'hui. Allez voir ce que fait Ayanna Jackson dans toute l'Afrique, aux États-Unis ou en Europe. Il y a toute une génération d'artistes, toute une génération de créateurs, toute une génération, je dis aujourd'hui, de preneurs de parole qui ont dépassé le silence du passé. Donc ça va s'accélérer. Mais il va y avoir encore beaucoup de réticences, mais c'est irréversible. Totalement irréversible. Mais c'est normal, hein. Il faut du temps pour digérer les mémoires, vous savez. Il ne faut pas croire qu'on peut faire de l'histoire à chaud. Là, je l'ai vu, vous verrez, pour ceux qui regardent la télé, le 6 octobre, le documentaire qu'on a fait. Je pense que je n'aurais pas pu le faire il y a 10 ans. Faire un film comme ça aurait été inconcevable. D'abord, il aurait été inconcevable il y a 10 ans. J'aurais pas eu les moyens il y a 10 ans que j'ai eu. On a pu tourner dans plus de 20 pays dans le monde. Hein, pour vous l'imaginer. On a fait 75 000 km. Ça va. Je n'aurais certainement pas eu un prime time. Là, je l'ai sur France 2 à la sortie du JT. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à 23 h du matin ou à 4 h du matin. Et surtout, je n'aurais pas eu la possibilité d'avoir la liberté que j'ai eue pour faire ce film avec ce que j'ai mis dedans, avec les archives qu'il y a dedans. Parce que l'armée m'aurait empêché d'utiliser les archives il y a 10 ans. Vous voyez, le temps a permis plein de choses. Passer en prime, avoir les budgets, pouvoir dire ce qu'on veut, avoir les archives qu'on veut. Et dans 10 ans, ceux qui me succéderont feront encore mieux. Ça, c'est l'affre, peut-être le désespoir du temps, mais l'avantage aussi du temps. Plus on s'éloigne du fait historique, ça ne veut pas dire que les jeunes générations ne sont pas plus virulents que leurs parents. Hein. Ils le sont très virulents. Mais en même temps, aujourd'hui, on peut en parler beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, c'était facile, on se taisait. Et celui qui parlait, on le traitait de terroriste ou d'excité. Ou de communautaire. Ou de communautariste. Bon, vous me direz, on emploie encore le mot séparatiste aujourd'hui quand certains veulent avoir un point de vue qui est différent de la majorité. Mais, il n'empêche, c'est plus facile aujourd'hui de parler de tout ça qu'il y a 15 ou 20 ans. Du moins, on est plus entendu. Voilà. Je pense que je vous ai fait le tour. J'espère que ça vous permettra d'avoir une porte d'entrée sur ce passé colonial qui, comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, est bien vivace parce que ce n'est pas fini de le démonter des statues, hein, je peux vous le dire. Vous n'avez connu que la première vague de quelques vagues qui vont se succéder et on va continuer à démonter les statues, continuer à démonter les plaques de rue parce que tant que ces jeunes ne seront pas entendus, eh ben, ils continueront à manifester. Et leur manière de manifester qui est la plus audible, c'est de démonter les traces de ce passé. Je ne le partage pas parce que je crois que pour un historien, rien de pire que faire disparaître des traces. Hein. Ma grande crainte, c'est que dans 20 ans, quand on aura des fachos qui nous interrogeront et qui nous diront que l'histoire coloniale n'a jamais existé, parce qu'il n'y a pas de monument, ce sera terrible. C'est pour ça que je crois qu'il faut garder les statuts et au contraire, écrire sous les statuts de Colbert qui était Colbert. C'est ce que je pense moi. Vous me direz, c'est facile pour moi, je suis un historien. Voilà. Merci beaucoup encore pour cette réponse. Je ne sais pas si on a une dernière question. En fait. Alors vraiment une courte et dernière. Il est 10 heures qu'il est. Très courte, très courte. De quel film est-ce que vous parlez, le titre de votre film? Ah, pardon. Décolonisation du sang et des larmes. Décolonisation au pluriel, du sang et des larmes. Sur France 2, le 6 octobre à 21 h. Et après en replay, et après sur toutes les bonnes plateformes, et après sur Al Jazeera, et après dans le monde entier. Et en avant-première, pour ceux qui sont férus d'histoire, au rendez-vous de l'histoire, qui ont lieu à Blois, mi-octobre. On sera en live, en grand écran, avec les réalisateurs là-bas, et avec des conférences sur place, notamment avec le très très grand Achille Membe, l'un des plus grands penseurs de l'Afrique aujourd'hui, qui m'a fait la postface de mon ouvrage sur la décolonisation et qui est dans le film et qui vient à Blois à l'occasion de la diffusion du film. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Bientôt l'exposition chez vous. Vous avez intérêt à en faire bon usage. Et en tout cas, au plaisir de rééchanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Enfin, je pense que de même que pour les spectateurs, on a appris beaucoup de choses sur un sujet qui était assez obscur en fait. Et comme vous l'avez dit, très paradoxal. Et enfin, on ressort de là avec plus de paradoxes, mais avec, je pense, plus d'éléments pour être confronté aux futurs débats auxquels on va assister, visiblement.
Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre comme cela sur ce format-là. En tout cas. Bah, merci à vous en tout cas aussi. Merci. Bonne route et ne lâchez rien. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. soirée encore. Ciao, ciao. Au revoir.